Je lui explique ce que j'ai mis en place. Figure-toi qu'en 2-3 semaines, j'avais fait peut-être l'équivalent de ce qu'ils avaient fait en 2-3 mois. Je faisais 25 kilos de moins, j'avais des boutons plein la gueule, des lunettes, j'étais un peu la victime à l'école. On aura les photos. On aura les photos, bien sûr, avec plaisir. Si jamais demain, vous avez réussi, surtout essayez de garder vos valeurs. 2014 même, j'ai investi dans mon premier bitcoin, enfin mes premiers bitcoins. Je me souviens à 220 € à l'époque. Une action imparfaite vaudra toujours plus qu'une inaction parfaite. Une inaction parfaite. Salut Alec, c'est Salut, vraiment un plaisir de forme te voir ici. Pour moi, tu sais que c'est pas la première fois que je viens à Dubaï, mais en tout cas, voilà, pour moi, première fois dans le podcast de l'Arche. Alors, je vais t'expliquer rapidement le concept, d'accord, pour que toutes les personnes qui voient ou entendent ce premier épisode comprennent un petit peu. Le but de l'Arche, en fait, c'est d'aller aux prémices du succès de l'entrepreneur et de pouvoir en fait décomposer le parcours que tu as mis. En gros, même j'aurais pu appeler ce podcast les débuts, tu vois. Et je veux que dans ce podcast, toutes les personnes, quand elles voient ou quand elles entendent ce podcast, elles puissent s'identifier. Tu sais, quand on arrive dans une salle de sport, qu'on voit ce mec hyper musclé, si on avait l'opportunité, tu sais, qu'il se trimballe avec un t-shirt, avec une photo de lui quand il a commencé, et de se rendre compte en fait que finalement c'est possible, qu'il y a effectivement un chemin, mais que ce chemin, tout le monde peut l'arpenter. Et au travers de parcours d'entrepreneurs comme toi, c'est ça que j'essaie de décortiquer. Et d'ailleurs, je te demanderai aussi à la fin des photos de toi quand tu as commencé pour qu'on puisse te voir les dossiers. Exactement, les dossiers. Il y en aura des belles. Voilà, je te laisse te présenter, Alec. Avec plaisir, avec plaisir. Écoute, je vais me présenter rapidement. Moi, rien ne me prédestine à l'entrepreneuriat, encore moins à la réussite ou inspirer des gens sur Internet comme je peux le faire aujourd'hui. J'étais quelqu'un de plutôt timide, introverti. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Avenches, en Suisse, où il y avait à l'époque plus de vaches que d'habitants. Donc, pas une grande ville, etc. Ma mère était à son compte en tant qu'esthéticienne. Elle a eu son business pendant plus de 40 ans. Elle l'a encore aujourd'hui. Mon père, quant à lui, était cuisinier. Puis ensuite, il a voulu lancer son restaurant. Malheureusement, il a fait faillite. Puis quelques années plus tard, il est décédé. Mais en gros, tout ça pour dire qu'il y avait quand même des inspirations entrepreneuriales et des inspirations de quête de liberté qui étaient autour de moi. Mais je ne m'en rendais pas forcément compte. Et puis lorsque j'étais à l'école, si tu veux, j'étais pas très scolaire. J'aimais pas trop non plus le système qui était préconçu. Rapidement, du coup, j'ai pas eu de grande capacité à faire de grandes études. Donc, je me suis retrouvé à l'usine. J'aimais pas forcément ça, mais je me suis dit que la vie active, il fallait quand même me donner les moyens. Donc, je suis passé de quelqu'un qui n'était pas très engagé à quelqu'un qui l'était beaucoup plus. Puis, j'ai découvert le marketing de réseau. Donc là, on parle de 2013, c'est-à-dire environ 10 ans. Donc, il y a 10 ans, quasiment, enfin un petit peu plus de 10 ans maintenant, je commence à m'initier à l'entrepreneuriat, au développement personnel, à la vente, en mettant en place 2-3 petites choses, en vendant 2-3 petits trucs à droite à gauche, en investissant un petit peu d'argent. En 2014, même, j'ai investi dans mon premier bitcoin, enfin mes premiers bitcoins. Je me souviens à 220 € à l'époque. T'as pas acheté de pizza avec, toi? J'ai pas acheté de pizza avec, mais j'ai fait du gambling sur des sites de casino en ligne qui ont aspiré mes bitcoins bien comme il faut. Quel dommage. Malheureusement, quel dommage, effectivement. Et du coup, j'ai découvert un petit peu ce monde-là. Je me suis formé dans le dur. Quelques années plus tard, du coup, en testant plein de choses, je prends la décision de créer ma première entreprise. Donc là, pour réussir à faire ça, donc décembre 2015, j'arrête toutes ces petites activités. Je retourne à l'usine. Donc j'arrivais quand même déjà presque à en vivre à ce moment-là. Donc j'arrête tout pour repartir d'une page blanche. Je retourne à l'usine. Je vais faire ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. Réussir pendant 1 an et demi à faire ça non-stop. Donc je suis vraiment écarté de tout. Je me déconnecte de tout. J'ai plus de réseaux sociaux. Je ne sors pas, je ne bois pas, j'ai pas d'amis, j'ai pas de copines. Je n'achète rien. Je suis focus. Le peu de temps qu'il me reste, je vais essayer de dormir ou apprendre des choses via des podcasts ou autres. J'achète pas de formation en ligne parce que mon argent, je le garde pour créer ma boîte. Et il va se passer une chose, c'est qu'au début, je ne veux pas créer un business, je veux apprendre à devenir trader. Et là, en fait, je mets toutes mes économies justement dans une formation de trading. J'apprends le trading effectivement, mais je me rends compte de 2 choses. La première, c'est que je ne suis pas fait pour ça. La deuxième, c'est que même si je l'étais, il me faudra beaucoup trop d'argent pour pouvoir en vivre. Parce que vivre avec 1 000 €, 10 000 €, ça n'existe pas. Les seules personnes qui te disent le contraire, c'est qu'ils veulent te vendre une formation ou te faire ouvrir un compte de trading en affiliation. Par contre, le cadeau derrière ça, c'est que je rencontre une personne qui est Amine, avec lequel du coup on a créé notre première entreprise, qui a été une personne
énorme pour moi parce que ça a été un pilier de par la complémentarité qu'on avait ensemble. Et du coup, lui, il faisait des études de médecine et en parallèle avait déjà cette entité-là où il n'était pas associé direct, mais il gérait le marketing et la structuration. Et puis moi, j'étais tout motivé, plein de détermination. 1 an plus tard, après du coup avoir appris à se connaître, on a créé notre première entreprise ensemble, donc en 2017. Ok. Donc au départ, quand je crée cette entité, si tu veux, je mets toutes mes économies, je sais pas trop ce qu'on va vendre, je pose ma lettre de démission avant d'avoir mon premier client pour m'engager, brûler tous mes bateaux. Volontairement, je ne prends pas le chômage alors que j'y avais droit, toutes ces choses. Puis en plus, je suis en Suisse, donc le coût de la vie en Suisse n'est pas le Ouais, coût de la vie ailleurs. Et du coup, je démarre. Les 6 premiers mois sont très compliqués. On en reparlera peut-être après, justement, vu la thématique du c'est podcast. ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai 1 client, 2 clients, 3 clients. Ça se passe bien. On fait nos premiers 10 000, 20 000, 100 000 euros. On a une agence. Après, on prend des bureaux avec un partenaire qui était très visible à l'époque, qui est Léo Guillot, où justement, on va avoir une complémentarité entre lui, la partie formation, structuration, et nous, la partie vraiment agence qu'on avait. On devient partenaire, on fait quelque chose ensemble. Et lui, il me pousse, en fait, à être visible parce que je fais 2-3 apparitions sur sa chaîne YouTube et il me dit c'est cool, les gens sont contents, mais vas-y, crée ta chaîne, viens pas trop squatter. mais vraiment de manière très bienveillante parce qu'il avait conscience de la puissance du personal branding et il me dit crée un actif, crée un asset. Donc c'est grâce à lui en fait à la base tout ça, il a initié le Alec Henry qu'on connaît d'aujourd'hui et du coup je crée ma chaîne YouTube, je crée mon Instagram. Je deviens de plus en plus la personne qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas les prémices de cette personne-là. Je suis sollicité ensuite pour faire pas mal de séminaires en francophonie. J'écris mon premier bouquin qui devient best-seller. Je crée leconsultant.fr qui devient l'écosystème numéro 1 en France pour aider les consultants, coachs, prestats de services à se développer. En 2019, fin 2019, on prend la décision d'arrêter ça pour avoir un positionnement beaucoup plus large et faire l'acquisition du nom de domaine entrepreneurs.com qu'on lance du coup en avril 2020, qui devient après la référence en francophonie pour aider les entrepreneurs grâce au digital et grâce à d'autres leviers. Aujourd'hui, entrepreneurs.com, c'est plus de 10 000 clients quelques années plus tard, donc maintenant plus de 3 ans plus tard. On développe encore, qui est encore mon focus aujourd'hui. On a une 40aine de collaborateurs sur entrepreneurs.com, ça tourne très très bien. Et à côté, en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai fait de plus en plus de consulting qui se sont pour certains transformés en prise de part, equity, dans différentes boîtes. Et aussi, dans le cadre de la construction d'un écosystème pour répondre aux besoins de mes clients chez entrepreneurs.com, j'ai créé différentes sociétés. Alors certaines dans lesquelles je ne suis plus au capital, comme par exemple une boîte dans l'immobilier en France ou un cabinet d'expertise comptable aussi en France, où je me suis retiré justement de ces entités. Mais d'autres dans lesquelles je suis encore, comme par exemple Numadeo, qui est une boîte de production, ou Scalab, qui est une agence marketing. Il y en a d'autres également, le but c'est pas toutes les citer ici, mais qui créent un écosystème et qui permet justement à l'entrepreneur, lorsqu'il rentre chez nous entrepreneurs.com ou qu'il me sollicite via mes réseaux, j'ai en général soit un contact qualifié auprès duquel je peux le renvoyer sereinement, soit directement des associés auprès desquels je peux le renvoyer sereinement. Donc j'ai créé cet écosystème pour être vraiment un partenaire de l'entrepreneur, parce que finalement, le résumé de tout ça, c'est que je suis un passionné d'humain et d'entrepreneuriat, donc de l'entrepreneur. C'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast Le Déclic. Qui a été un carton. Qui est bien accueilli effectivement par l'audience. On est aujourd'hui entre le 2e et le 5e podcast le plus écouté en France dans le domaine de l'entrepreneuriat, toutes plateformes confondues, y compris YouTube et les plateformes d'audio. Donc c'est cool, ça fait 1 an et demi qu'on développe ça. Et surtout, je m'amuse et je m'éclate au quotidien. Cool, parfait. Alors justement, je vais revenir un petit peu sur les prémices. Je pense que c'est des choses que j'ai pu voir avec tous les entrepreneurs. Est-ce que aujourd'hui, quand tu as commencé à te dire je me lancerai dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de faire, je suis dans ma quête de liberté, est-ce qu'un jour, tu pensais être là où tu es aujourd'hui? Ah non, absolument pas. C'est même pas imaginable parce que tu vois, j'aurais jamais osé ne serait-ce que miser 1 euro sur moi. Et pourquoi tu n'aurais pas misé 1 euro sur toi? Qu'est-ce qui se passe au tout départ? Si demain on te disait, tiens, je sais pas, tu peux revenir en arrière, et puis tiens, on te dresse le tableau, on te dit voilà qui tu vas devenir, et voilà les responsabilités que tu vas avoir. Quel est le ressenti que tu pourrais avoir? C'est-à-dire que tu n'as pas encore les armes, tu n'as pas encore passé le vécu, et on te dit, tiens, aujourd'hui, voilà ce que tu vas devenir. C'est un peu comme si tu venais sur Terre et on te dit un jour tu seras roi et tu vas avoir telle responsabilité, tu vas devoir gérer tant de choses. Comment tu aurais accueilli ça au moment, à l'instant T, où on te l'annonce? Je pense que c'est très complexe. Tu vois, c'est un petit peu l'analogie de la salle de sport que tu as pris tout à l'heure. C'est un peu comme si demain, je te mets sous une barre de bench à 300 kills. Autant un champion du monde de powerlifting, peut-être qu'il arrive à établir ce record. J'en sais rien, je dis 300 kilos, mais ça me paraît quand même énorme. Mais tu vas certainement être complètement écrasé sous la barre, voire dans l'incapacité ne serait-ce que la sortir du rack. C'est un petit peu la sensation que j'aurais eue. Tu vois. Au même titre qu'aujourd'hui, tu me dis, écoute, tu es à la tête d'une organisation de 1500 salariés, un groupe mondial qui a 10 antennes partout
partout dans le monde et 15 bureaux. Comment tu fais et c'est quoi les prochaines actions que tu mets en place dans ton quotidien, sachant que tu fais face à une crise parce que tu as un concurrent qui a levé des fonds suite à une FUSAC et ils veulent t'arracher. Bah, je te dis bon courage, tu vois. Question suivante. Clairement. Alors que ça se trouve, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais avec les ambitions qu'on a, etc., c'est quelque chose qui sera, je vais pas dire normal, mais je veux dire quelque chose qui sera en tout cas envisageable. Or, effectivement, à l'époque, tu me mets dans ma situation actuelle avec les enjeux, les problématiques auxquelles on fait face au quotidien, parce que finalement, être un bon CEO, c'est être en capacité constamment de prendre les bonnes décisions. Bien sûr. C'est ça justement ton job. Bah, effectivement, j'aurais pas eu la maturité, la prise de hauteur, la présence d'esprit de pouvoir faire les choses. Et pour la petite histoire, tu vois, moi j'étais quelqu'un de relativement timide, introverti, etc. Je faisais 25 kilos de moins, j'avais des boutons plein la gueule, des lunettes, j'étais un peu la victime à l'école. On aura les photos. On aura les photos, bien sûr, avec plaisir. Tu vois, j'ai eu ma première copine, je sais même plus à quel âge. La semaine dernière. Non. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que j'étais pas le plus populaire de l'école, ni avec les femmes, ni avec les humains en général, tu vois, ni avec les profs d'ailleurs. Tu vois. J'aurais pu être le premier de la classe, un peu, pas du tout. Et donc j'avais vraiment rien pour moi à ce moment-là. Ou par exemple, lorsque je suis à l'usine, tu vois, là, je pense à 2-3 photos rigolotes où justement tu vois ma gueule, j'ai absolument pas l'air d'être heureux et épanoui, tu vois. Mais j'étais dans ce processus et je pense que c'est super le fait de se remémorer là-dessus. Et tu vois, moi, souvent on me pose la question, c'est quoi le livre qui t'a le plus impacté? Et moi, le livre qui m'a le plus impacté, ça fait un peu présomptueux de dire ça, mais c'est quand j'ai écrit mon premier bouquin. C'est-à-dire que je suis rentré dans une dynamique entre 2017 et 2019, 2018, 2019, où j'ai eu une très grosse croissance, où à ce moment-là, 2018-2019, j'écris mon premier bouquin, et je suis forcé, en fait, par ma maison d'édition et les personnes qui m'accompagnent dans l'écriture, à me remémorer le chemin parcouru, la personne que j'étais. Alors que j'étais tellement dans ce wagon et dans ce TGV où tu regardes pas derrière, tu regardes pas le rétro, et tu te dis c'est une normalité, que clairement je me rendais pas compte en fait du chemin parcouru. Et je trouve excellent ce podcast parce que d'une part ça permet à nous en tant que intervieweur, auditeur, intervieweur et personne présente ici de se remémorer la chose, et puis l'auditeur de déculpabiliser, parce qu'aujourd'hui, et j'en parlais encore il y a quelques jours sur un plateau, les gens ne réussissent pas pour 2 raisons. Ils veulent aller trop vite et ils se comparent trop aux autres. Et relativiser, de se dire, ok, le mec aussi, il a démarré de zéro, peut-être même encore plus bas que moi, mais pourtant c'est possible. Clairement. Ah bah let's go, vas-y, j'y vais. Clairement. C'est intéressant. Et tu sais, moi, quand j'ai écrit mon livre, tu sais que j'ai écrit mon livre aussi. Et c'est vrai que le fait d'écrire le livre, j'ai ressenti exactement la même chose. Et pour autant, moi, même quand je l'ai écrit, il y a eu un autre chemin. Il y a eu le chemin de ma vie et le chemin entrepreneurial. Et c'est vrai que de se poser 2 secondes et de se rendre compte, en fait, toutes les cartes qu'on a abattues, tout le temps qu'on a passé à travailler et le résultat qu'on a eu, ça fait du bien parce qu'on a tendance à toujours regarder ce qu'on n'a pas au lieu de prendre un temps d'arrêt et d'apprécier ce qu'on a déjà fait. Et ça, c'est vrai que franchement... Surtout pour des compétiteurs comme toi et moi, on a qu'une envie, c'est de tout arracher. En tout cas, c'est hyper intéressant. Je vais continuer à décortiquer un petit peu, si tu me le permets. Bien sûr. Justement, tu as bien compris ce que je voulais mettre en lumière. Le but est vraiment que les personnes... Je veux que les personnes qui n'ont pas encore... sont même pas encore lancées vers la route de l'entrepreneuriat, par peur, par doute, par timidité, etc., entendent cet écho, en fait, et se disent... En fait, je vois que ce gars, attends, il est vivant, on peut le toucher, tu vois ce que je veux dire? Et c'est des choses que moi, quand j'ai commencé, que ce soit des gars comme toi ou d'autres personnes sur les réseaux, je me dis, putain, mais comment ils font? Comment ça se fait qu'ils sont arrivés là? Ils ont je sais pas combien d'abonnés, ils font je sais pas combien de millions. Mais pour moi, ça serait infaisable. Et j'aurais aimé, tu vois, trouver un podcast comme ça, ou trouver... tu vois, quelqu'un qui me donne à la fois l'envers du décor, qui me parle en toute humilité, c'est-à-dire je pose le masque de qui je suis, je te montre qui j'étais, je vais t'expliquer mes déboires et mes galères sans pour autant faire du storytelling, tu sais, vendeur, mais quelque chose de vraiment profond auquel je puisse m'identifier et qui va me donner l'énergie. Il y a une valeur que les personnes, en fait, si tu veux, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, et c'est une valeur sur laquelle je pense que tu vas m'aider à appuyer. Beaucoup de personnes, en fait, oublient la puissance du temps. Et en fait, si tu veux, dans une de mes formations, notamment Go Rentier, une de mes premières vidéos, je leur dis toujours de ne jamais anticiper les problèmes. Dans le sens où, des fois, j'ai des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier et ils réfléchissent à comment ils vont mettre leur locataire en place alors qu'ils n'ont pas encore acheté la formation, qu'ils l'ont pas encore ouvert, qu'ils n'ont pas regardé les premières vidéos, qu'ils n'ont pas fait leur étude financière, qu'ils n'ont pas trouvé le secteur, qu'ils n'ont pas trouvé le bien. Et en fait,
ils additionnent les potentiels problèmes d'après, alors qu'ils ne se sont même pas battus contre les premiers, en oubliant une chose essentielle, c'est que c'est en battant les premiers problèmes qu'on va acquérir de l'expérience, et grâce au temps, on va gagner de la confiance en soi, on va gagner justement en compétences, en connaissances, et en fait, on va récupérer un peu comme dans un jeu, on va dire dans Zelda par exemple. Et tu arrives à Zelda, des fois, tu sais, tu as des. Zelda, moi je suis un peu plus vieux, mais tu connais, ouais, super. Sûr, Et en fait, si tu veux, des fois, tu avais des portes que tu pouvais pas ouvrir, alors qu'elles sont là, tu viens devant, parce que tu n'avais pas encore les bons outils. Et tu vois, j'aime bien faire cette parallèle. Des fois, tu vois la porte, mais tu n'es pas encore équipé pour l'ouvrir. Et il faut attendre de faire d'autres quêtes pour obtenir les outils pour ouvrir cette porte. Ouais, complètement. Ça me parle, ancien joueur de jeux vidéo aussi, pour ma part. Donc ouais, complètement. Ou une autre analogie, tu vois, c'est le jeu d'échecs. Tu vas pouvoir anticiper éventuellement 2, 3, 4, 5 coups, 10 coups maximum de ton adversaire. Mais au bout d'un moment, les variables sont telles que tu ne peux pas anticiper 100 coups d'avance. Donc c'est important aussi de se dire ça. Donc ouais, je te rejoins complètement. Et d'ailleurs, c'est le premier épisode là que tu vas sortir, celui-là, pour l'instant, je les ai tous tournés, ouais. Mais je les ai pas sortis dans l'ordre. J'ai rien décidé pour l'instant. Ok. Bah, en tout cas, ça peut être le premier. C'était le premier au début, c'est pour ça. Ouais. Mais abonnez-vous, regardez, parce que je sais que tu en as tourné pas mal. J'en ai tourné quelques-uns. Donc abonnez-vous, likez, partagez, mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est hyper important. Ouais. J'oublie de le dire sur le déclic. Je le dis jamais non plus. Il faut le dire, faites-le, c'est important. Ok, cool. Merci pour ce partage. J'espère en tout cas que ça va aider pas mal de personnes. On va revenir encore un petit peu en arrière. Comment alors tu as expliqué un petit peu enfant, que tu étais un peu introverti, etc. Contrairement c'est ça qui est rigolo, c'est que toutes les personnes que j'ai interviewées sont totalement différentes. La situation financière chez toi quand tu es jeune, c'est quoi? C'est moyen, c'est aisé, c'est bas? On est sur quelle situation financière? Mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Donc c'est ma mère qui a assumé et assuré l'ensemble de mon évolution. Mon père n'était pas forcément dans une dynamique où il a quitté en gros le domicile familial et ses responsabilités de père, un peu dans la dynamique de se dire, il l'a verbalisé, je ne veux pas gâcher ma vie professionnelle pour un gosse, quoi. Donc c'était un peu ça. Alors je lui en veux pas, et même paix à son âme, parce qu'aujourd'hui il est plus là. Mais lorsque j'ai grandi, si tu veux, j'ai pu compter que sur ma mère qui s'est battue elle seule en tant que femme indépendante à son compte pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ça n'a pas forcément été facile pour elle, non pas forcément financièrement, parce que j'ai jamais manqué de rien financièrement. J'étais pas non plus pourri gâté et ultra exigeant et autres. J'ai toujours eu la valeur de l'argent et la valeur du travail, mais plus, on va dire, émotionnellement ou psychologiquement, c'était challengeant pour elle parce qu'elle subissait aussi une pression du côté de mon père et de ma belle famille, enfin de sa belle famille du coup, pardon, parce que si tu veux, ils étaient beaucoup dans le jugement, ils étaient dans plein de choses. Il y avait l'ego du fait qu'ils supportaient pas qu'elle arrivait à gérer toute seule. Donc tu sais, des fois quand tu te quittes avec des tensions, tout de suite dans les divorces, on sait ce que c'est. Donc il y avait cette dynamique. Mon père, je le voyais au départ plus ou moins régulièrement, donc par exemple toutes les 2 semaines, puis après c'était une fois par mois, puis après c'était une fois tous les 2 mois, puis après c'était une fois tous les 6 mois, puis après une fois par an, puis après la dernière fois que je l'ai vu, ça faisait peut-être 2 ans que je ne l'avais pas vu. Et voilà, donc c'était pas forcément une figure paternelle avec beaucoup de soutien que j'avais ici. Et puis par contre, quant à ma mère, elle faisait de son mieux. Mais d'un point de vue financier, j'ai jamais été forcément dans ce truc de je suis dans le besoin ou autre. Plutôt même, je ne vais pas dire l'inverse, mais ouais, elle a fait en sorte à son échelle et avec ses possibilités que je ne manque de rien. Ok. Je te pose cette question parce que si tu veux, moi j'ai beaucoup de mal, tu sais, avec les personnes qui justement disent que, en gros, les riches ne méritent pas leur réussite. Moi, je suis plutôt d'un avis contraire. Alors moi, je viens d'une famille défavorisée financièrement. On avait 1 700 € pour 5. Mais dans le fait où, déjà, premièrement, j'ai jamais été malheureux, j'ai jamais manqué de rien, malgré que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc ça, c'est quelque chose à soulever quand même, parce que des fois, ces stories télé, tu sais, ouais, j'ai vécu dans la misère et tout. Non, j'étais très heureux. Mais à la fois, pour autant, j'aime pas en fait que des personnes qui aujourd'hui viennent d'un milieu aisé, qui se battent, arrivent à s'émanciper et à bâtir quelque chose, qu'on leur vole leur réussite, sous prétexte qu'ils sont partis, soi-disant, avec quelque chose de différent des autres. J'ai envie, en fait, si tu veux, qu'au sein de ce podcast, on arrive sur quelque chose où on peut mettre l'humilité au niveau de tout, hein, c'est-à-dire qu'on est tous au même niveau, et qu'aujourd'hui, c'est pas parce que tes parents avaient une réussite financière que finalement, tu étais fait pour réussir, que c'était plus facile pour toi. Bien au contraire, des fois, s'émanciper d'une situation qui est confortable, c'est plus dur que quand t'as rien. Parce que quand t'as rien,
T'as quoi à perdre? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était mon cas. Moi, quand je me suis lancé, j'ai rien à perdre. Pourquoi je fais pendant 1 an et demi 3 jobs? Parce que justement, je dois financer la création de mon entreprise. Donc, si tu veux, on était dans une situation qui était correcte, mais j'ai jamais eu. Enfin, tu vois. Tu t'es émancipé et voilà. t'as voulu faire de toi-même. C'est ça. Ok, c'est ça, cool. ouais. Du coup, quel est ton moteur? Parce que je vois que là, on arrive en creusant un petit peu, on arrive à voir un petit peu les prémices du moteur. On a tous quelque chose qui nous anime. Je sais que Thibaut, par exemple, c'était son grand-père. Moi, pour ma part, ça a été le déclencheur, ça a été la maladie de mon père et son décès, qui a fait que je me suis mis en fait à changer complètement et à partir dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a aujourd'hui, toi, a été ce moteur, le déclic, si je peux te le voler, le déclic. Et après, qu'est-ce qui a été l'essence qui a permis, en fait, dans ce déclic, de pouvoir continuer à avancer? Bah, écoute, il y en a plusieurs. Mais déjà, de prime abord, moi, j'ai jamais voulu être riche, j'ai toujours voulu être libre. Donc, mon moteur principal, ça a été la liberté, Ok. dès le démarrage, dès le départ. Et puis ensuite, quand j'ai atteint cette liberté, mon moteur aujourd'hui a changé, c'est l'impact. Le fait d'être stimulé au quotidien et l'impact que je peux avoir sur la vie des gens. Du coup, mais si je devais avoir peut-être un déclic, mais même si encore une fois, il y en a beaucoup, parce que j'étais déjà dans cette dynamique plus ou moins, c'est... donc moi j'étais ouvrier à l'usine à ce moment-là, je me levais à 5h45, je prenais le train à 6h12, j'arrivais à 6h55 là-bas et je devais badger avant 7h, donc je vais courir vite à l'usine depuis la gare pour pouvoir badger avant le truc. Bref, et du coup je mettais mon bleu de travail, j'avais mon casier, c'était dans une usine de carton. Je me souviens encore, mon sac, ma gamelle, mon téléphone en mode avion sur le casier, parce que je me faisais tout le temps rappeler à l'ordre, sinon j'étais trop sur le téléphone dans l'usine. Et du coup, pause de midi, ça sonne, je vais au casier, j'enlève le mode avion et là je reçois quelques notifications, mais je prends pas garde. Je fais mon truc mécaniquement comme un robot, je vais à la cafétéria, j'ouvre ma gamelle, je mets le micro-ondes, tac, j'envoie. Là, je reprends mon téléphone et effectivement, je vois des appels manqués de mon grand-père et un SMS qui me écrit tout simplement « Salut, virgule, ton père est mort ce jour, point ». Du coup, je me dis, bizarre de recevoir ce genre de SMS. J'appelle et effectivement, j'appelle et j'apprends plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, c'est pas une blague, il est décédé. La deuxième, c'est que ça faisait plus de 2 semaines qu'il était malheureusement dans le coma, mais maintenu en vie dans le coma et qu'il avait fait une embolie pulmonaire suite à un traumatisme crânien et c'est lors d'une opération pour enlever un caillot de sang que malheureusement ça passait, c'était quitte ou double. Et là ma réaction c'est pas forcément de pleurer, d'être triste, etc. En fait je reste un peu inerte face à l'information, même pour te dire je voulais simplement retourner continuer de travailler. C'est mes collègues qui m'ont dit non prends ton après-midi c'est mieux et puis reviens demain. Mais ce qui m'a le plus choqué en fait dans ça, et c'est là que ça a créé certainement un déclic, c'est que on m'a même pas prévenu que mon père était dans le coma depuis 2 semaines. Alors que, ok, il habitait en France, moi j'habitais en Suisse, mais grosso modo, il y avait 1 heure de route. J'étais à ce moment-là majeur ou quasi majeur. J'aurais été en capacité de pouvoir faire le trajet. Ce trajet, je l'avais déjà fait. Du coup, ma vraie question, ma vraie réflexion, c'était pourquoi on ne m'a pas prévenu ? Et j'ai posé la question. Et la question, c'était, mais t'es déjà assez occupé avec ton travail, tes études, tes trucs. Et moi, j'aimais pas mon quotidien. C'est-à-dire que tous les matins, limite, je me disais, est-ce que c'est ce matin ou pas que tu oses te jeter sous ce train ? Je détestais ma vie et mon quotidien, tu vois. J'étais pas fait pour être à l'usine. Je voyais des gens qui n'étaient pas stimulés à l'idée d'être à l'usine. Il n'y a pas de saut métier. Mais par contre, il y a des choix dans la vie qui font que tu es épanoui ou pas épanoui. Pour moi, je me voyais pas évoluer comme ça. Et du coup, là, ça a amplifié ce truc de me dire, attends, je fais un truc que j'aime pas. Je bosse pas pour mes rêves. En plus, mon père, alors que il a refait sa vie, j'ai une demi-sœur, etc. Mais j'étais son fils unique, tout comme elle est sa fille unique, qui à l'époque, elle avait 2 ans. Donc toute petite. Et en plus, moi, je me rappelle que mon père est parti aussi quand j'avais 2 ans. Sauf que là, pour le coup, il est vraiment parti pour elle. Je me dis, putain, faut quand même remettre en question un petit peu les choses. Est-ce que c'est ce genre de vie que je veux réellement vivre toute ma vie ? Est-ce que c'est ce genre de vie aussi que je veux potentiellement offrir à mes enfants derrière ? Est-ce que je vais être épanoui ? Est-ce que je vais ressembler à ce mec qui est dans l'usine depuis 40 ans et qui est frustré, à plus en pouvoir et aigri ? Non.
pas du tout. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis autorisé en fait à voir les opportunités autour de moi, à me donner les moyens de mes ambitions. Ça a commencé par effectivement le sport, le développement personnel, une façon de penser différente, une ouverture d'esprit à plein de choses. Et je pense que c'est là qu'il y a eu ce déclic. Après, il y en a eu d'autres, les uns après les autres. Bien sûr. Il y en avait même avant certainement, parce que j'ai toujours eu un petit peu cette fougue un peu de la vente, de l'entrepreneuriat, même quand je jouais aux jeux vidéo, tu vois, c'était pas forcément juste pour me divertir, c'était vraiment pour performer, pour créer de la richesse, pour aller chercher des trucs. Mais ouais, ce moment-là a été un moment assez marquant dans ma trajectoire, je pense. C'est un moment de stop où tu as pris le temps de qu'est-ce que je fais Il y a des fois. C'est très vite passé, tu vois. C'est vraiment entre le moment où on me dit non, mais rentre chez toi, va pas travailler, et le lendemain matin, j'ai vraiment le sentiment, je me suis réveillé, j'étais une autre personne. Complètement une autre personne. Juste après ça, du coup, qu'est-ce qui se passe quels sont parce qu'aujourd'hui, tu as un parcours entrepreneurial. Qu'est-ce qui fait que je passe de l'usine? Quels sont mes premiers pas? Qu'est-ce que tu mets en place tout de suite pour aller du coup dans cette direction? Qu'est-ce qui se passe dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent? Ouais, c'est une bonne question. Je vais essayer de m'en souvenir, mais c'était il y a quand même presque. C'est le but, je vais creuser. Tu vois. Mais j'espère ne pas dire de bêtises ou au niveau de la temporalité, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais en gros, dans les grandes lignes. Je commence à réfléchir, je m'ouvre à plein de choses, je tape sur Internet comment devenir riche, comment gagner de l'argent, comment machin. Bravo. Et à un moment donné, j'utilisais des plateformes comme TeamSpeak, Discord, etc. déjà à l'époque. Je ne sais même pas si Discord existait, mais l'équivalent. TeamSpeak, c'est sûr. Et quand je jouais aux jeux vidéo, je jouais à un jeu, ça s'appelait Dofus. C'est un MMORPG. Tu as un personnage ou plusieurs et tu les fais évoluer. Et c'est un monde persistant. Si tu joues pas, si tu te connectes pas, les autres continuent d'évoluer et de monter. Donc ça crée cette addiction, tu vois. Et à un moment donné, je suis contacté sur je ne sais plus quel support par un mec que j'ai rencontré dans le jeu. Et il me dit, je dois te présenter une opportunité de malade, machin. Et moi, je me dis, ça y est, on va faire un donjon de fou, on va faire un truc de malade ensemble et tout machin. Mais je jouais plus trop, tu vois. J'étais à l'usine. Et donc, je me connecte. Et en fait, je me retrouve sur un Skype avec un gars, je sais plus son prénom, je crois Benjamin. Benjamin. Et en fait, il me présente une opportunité MLM, donc marketing de réseau, où il me vend un truc avec un plan de REM, je dois acheter des trucs, c'était des canettes énergisantes, je dois acheter des canettes, je les reçois, il y a un plan de rémunération, si je parraine des potes ou je parraine des gens, il y a des bonus qui fait que je vais pouvoir gagner plus d'argent, etc. Moi, je me dis, c'est une grosse escroquerie, grosse arnaque, machin, il me dit non, c'est pas une arnaque parce que machin, c'est pas pyramidal et tout et tout. Et effectivement, c'était un modèle qui était legit, et puis j'ai fait la part des choses et j'ai vu qu'effectivement, il y avait des modèles pyramidaux qui sont donc illégaux et d'autres modèles qui utilisent la méthodologie de commercialisation MLM, marketing de réseau. Donc finalement, je vais me dire, bon, bénéfice du doute, je vais me lancer là-dedans. Et je passe nuit blanche, je fais mes slides, j'établis un plan et tout, sans savoir en fait qu'il y a des mecs au-dessus de moi qui sont là pour ça. Sauf que moi, je suis pas au courant, on m'a pas dit. Donc, c'est quelques semaines plus tard qu'ils me contactent et que les mecs ils sont complètement fous de voir ce que j'ai réussi à développer. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le lendemain ou le surlendemain, directement, je parraine 2-3 potes que j'avais pas parce que moi, j'étais pas populaire, j'avais pas d'amis, mais je trouve les gars, je vais dans mon quartier, je relance un gars avec qui je jouais aux cartes Pokémon quand j'étais petit, un autre que je me souviens, il était un peu connecté business à l'école, un autre, je fais en sorte qu'on soit potes en 15 minutes et puis machin, j'y arrive. Je me retrouve 2 jours plus tard dans le salon d'un des potes à avoir invité leurs potes et des membres de leur famille pour essayer de les parrainer. Tu vois, le délire. Après, un plus gros salon. Après, je me souviens, je prenais des glacières, je vais à la plage pour essayer de vendre ces canettes. Et faire c'est toi le vendeur de canettes sur la plage. Non, mais vraiment, je te jure. Et essayer de parrainer les gens. Et du coup, en fait, je me souviens d'un truc qui était choquant, c'est que dans cette soirée où j'ai fait nuit blanche, j'ai contacté une fille qui s'appelait Lorraine ou Laurine, peu importe, qui était à Genève. Et elle avait développé le plus gros ou l'un des plus gros réseaux en Suisse romande de cette activité-là. Et en fait, au moment où moi je la contacte, je démarre. Je comprends rien au truc, je démarre et je me dis, je vais chercher 2-3 infos, tu vois. 2-3 semaines plus tard, elle me répond. C'était à l'époque sur Messenger, Facebook, tu vois. Et en fait, je lui explique ce que j'ai mis en place. Et figure-toi qu'en 2-3 semaines, j'avais fait peut-être l'équivalent de ce qu'ils avaient fait en 2-3 mois. Mais sans information, sans rien. Donc en fait, j'avais déjà ce truc et cette déter. Quand je me mets dans un truc, je le fais à 100% ou je le fais pas. Ouais, bien sûr. Et du coup, elle m'invite à Genève pour que moi, je speak pour eux, devant leurs propres clients. Tu vois, c'était l'inverse en fait. Fou. Et là, je rencontre un des leaders du truc, etc., machin, leader France, bref. Et du coup, les mecs, effectivement, sont assez étonnés. Et du coup, voilà, c'est ça le démarrage.
Le MLM ensuite me met dans le développement personnel, donc je commence à lire 2-3 bouquins, tu vois, Robert Kiyosaki, Robert Greene, Cialdini, tous ces trucs, comment se faire des amis, Ouais, bien sûr. influence et Les manipulation, bases. réfléchissez, devenez riche, toutes les bases. Je me dis ah ouais stylé, c'est peut-être les seuls livres que j'ai lus de ma vie d'ailleurs, et encore j'ai pas dû les terminer, j'étais pas un grand lecteur, j'étais Ouais. pas trop scolaire. Et après en fait ce qui se passe c'est que les leaders de mon MLM tout en haut, les mecs qui avaient vraiment du coup bien réussi, qui me parrainent en fait dans un autre MLM qui paraît legit. Je pense pas que leurs intentions étaient malsaines, mais par contre qui rémunèrent beaucoup plus. Et en fait, ils rémunèrent à tel point qu'en fait, il n'était pas legit. C'était une pyramide de Ponzi pour le coup. Et là, le problème qui va se passer, c'est que moi, jeune et insouciant, plein de motivation, ayant déjà constitué une petite image, une petite truc, je vais parrainer tout le monde. Mais tout le monde, même mes collègues de travail à l'usine, des amis de longue date, leurs parents, tout le monde. Et je les fais rentrer en fait dans un truc. Alors je les escroque pas directement parce qu'ils achètent un produit qui n'est pas le mien. Ils donnent de l'argent à une entité qui n'est pas moi. Donc en plus de ça, en plus de les faire rentrer dans un truc où ils vont perdre leur argent, moi aussi j'en perds. Et sauf que la personne responsable, c'est toi. C'est moi, Bien c'est sûr. moi qui communique, c'est moi Clairement. le leader, c'est moi le truc. Donc en fait, si tu veux, ma première expérience entrepreneuriale, elle me donne tous les signaux de l'entrepreneuriat, c'est dangereux, fais gaffe, tu peux tout perdre. Parce qu'après, moi, je passais pour le gros loupard du quartier, voire même pas du village, de la ville, voire de la Suisse romande, tu vois. Mes collègues, où c'était le seul endroit de ma vie pour la première fois où je trouvais du réconfort et de la considération, parce qu'à l'école, je n'étais pas considéré, à la maison, c'était un peu compliqué, etc. Et c'était peut-être le deuxième endroit, parce que dans les jeux vidéo, j'en trouvais aussi. Mais voilà, ne me considérait plus et me prenait pour un escroc, un loupard. Du coup, c'était très compliqué. Donc en fait, j'aurais très bien pu me dire à ce moment-là, l'entrepreneuriat en fait c'est pas fait pour moi. Je vais juste fermer ma gueule, rester à ma place, couper les réseaux sociaux, tout arrêter et puis continuer l'usine et puis tant pis. Et je pense que le truc qui a fait que j'ai continué et voilà, c'est vraiment le fait de me détacher complètement du regard des autres, d'avoir qu'une seule envie, c'est la liberté. Peu importe, qu'advienne que pourra, de comprendre que c'est pas les autres qui vont remplir ton assiette et faire en sorte que tu vas réaliser tes rêves. Clairement. Et puis, surtout aussi de se dire, je suis pas responsable de ça en fait. Par contre, je suis responsable de comment je réagis à ça. Et ça, beaucoup de gens en fait l'oublient. Et il y a des concours de circonstances. Et même lorsque tu fais une erreur, il y a peut-être un contexte qui fait qu'à ce moment-là, ça t'a poussé à faire cette erreur, mais ça ne veut pas dire que c'est toi. Ça ne veut pas dire que tes intentions étaient mauvaises. Exactement. Donc en fait, voilà, c'est ça un peu le début, la genèse. Puis après, ce qui se passe, c'est que il va se passer pas mal de choses, mais en gros, je vais développer 2-3 autres MLM à gauche à droite. Je vais même être sollicité pour faire du consulting, pour passer d'un produit physique vendu de manière traditionnelle à mettre en place un MLM pour une société en France, qui était du coup la société des parents d'un pote. Du coup, je vais mettre ça en place, c'est mon premier consulting. En amont de ça et en parallèle de ça, je vais faire mon service militaire qui est obligatoire en Suisse. Du coup, là, ça va me faire monter en maturité. Je vais ancrer certaines valeurs, certains trucs. Donc, je vais faire ça pendant un an et demi. Puis après, du coup, décembre 2015, c'est le moment où justement je fais OK, table rase. Tu t'es amusé pendant 2, 3, 4 ans. Tu as mis en place plein de choses, tu as appris plein de choses, tu as compris la vente, tu as compris le business, tu as compris ci, tu as compris ça. Vas-y, on va faire les choses correctes maintenant. Et donc, c'est à ce moment-là que tu lances, tu pars dans quoi là, à ce moment-là? Alors, décembre 2015, je retourne simplement chez ma mère. J'ai pas d'argent. Table rase. Table rase complète. Au début, donc, je vais aller chez Adecco, donc agence d'intérim. Ils vont me placer dans une ville pas loin de chez moi. J'ai pas de voiture, j'ai pas encore le permis, donc je fais un peu les cours du permis. J'ai pas d'argent pour m'acheter une voiture, donc au début, c'était en décembre. Donc en Suisse, crois-moi qu'en décembre, il fait bien froid. Donc je marche dans la neige. Je vis dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc tu connais. Je marche dans la neige à 5-6 heures du mat pour aller à l'usine pendant 1-2 mois. Tous les matins, puis après j'arrive à me choper une petite Seat Ibiza un peu dégueulasse, bon je me fais arnaquer mais c'est pas grave, puis après du coup il me faut un peu de sous, ma mère me donne, c'est la seule fois où justement j'ai pu avoir un petit peu de sous, elle me donne je crois 2000 francs pour mettre un apport pour m'acheter une nouvelle Seat Ibiza, une belle Seat Ibiza blanche, c'était la mode, j'étais refait tu vois, c'était la mode à mort. je me souviens j'étais le roi du village comme ça au volant de ma Seat. On a des photos? Je sais pas si j'ai des photos de ma Seat blanche, mais je pourrais retrouver ça, se trouve, hein. Si tu peux, c'est cool. Mais carrément. Et du coup, peut-être qu'elle en a. Et du coup, si tu veux, donc là, je suis à l'usine et je vais charbonner en fait. Je vais me dire, il faut que tu charbonnes. Donc, je vais faire la journée, tu vois, je crois que c'était de 7h à 13h
premier, ou 6h à 13h, c'était le premier créneau, puis 13h, 22h, c'était le deuxième créneau, c'était à chaque fois 8h. 8 ou 9 heures avec une pause. Donc ça, je fais en journée. La nuit, parfois les nuits, j'étais agent de sécurité. Ouais. Et le week-end également. Et puis des fois, j'étais arbitre de foot. Donc mon but, c'était vraiment faire du cash. Faire du cash un maximum. Ça a duré 1 an et demi. À la fin, ils voulaient m'engager. Même à l'usine parce que j'étais pas trop mauvais. J'avais refusé une première fois. Ils t'en voulaient plus du coup. J'en voulais plus. Ouais. Non, ils t'en voulaient plus de les avoir tous escroqués. Ah, c'était une autre usine. Ah, c'était une autre usine. T'as changé. Ouais, c'était une autre usine. Et puis même tous escroqués, tu vois, au bout d'un moment. C'est une façon de parler. Voilà, les gens, ils ont une perception qui était celle-ci au départ. Puis après, ils ont compris. Bien sûr. Parce que quand tu vois des articles de presse. T'as été le premier à te faire escroquer en fait finalement. Bah c'est ça. Et puis les mecs au-dessus de la pyramide, eux, ils ont eu articles de presse, procès. Certains, ils sont décédés. Ils se sont pris une balle. Ils se sont fait assassiner. Donc tu vois, c'était un gros truc. Un gros truc. Il y a eu 300 000 personnes qui ont été lésées pour plus de 400 millions d'euros en l'espace d'1 an et demi. Incroyable. Donc c'était énorme. Donc moi, à mon échelle, on parlait de rien du tout, tu vois. Mais par contre, à mon échelle du petit bonhomme qui est en Suisse, dans les voisins, c'était toi le méchant. Voilà, c'est au départ. Exactement. Ouais. Donc ouais, voilà un petit peu la chose. Mais par contre, ça m'a forgé. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'en fait, j'en ai plus rien à foutre. Des mecs qui, par exemple, sur Facebook, vont te dire ouais, t'es un gros branleur, essaie de nous vendre ta merde en parlant de vendeurs de formation, etc. Tu vois, sans prendre en considération le contexte de ça fait 10 ans que je suis là, j'ai créé tant de boîtes, j'ai créé tant de transformations. Donc, t'as créé ta carapace à ce moment-là. Ouais, c'est ça, exact. Carapace qui était déjà bien présente pour d'autres raisons à titre personnel, mais je l'ai amplifiée ici, notamment avec le regard extérieur des autres. Ouais. Donc je cumule ces jobs. Avril 2016, je vais prendre tous mes sous et je vais m'acheter une formation au trading. C'était vraiment énorme pour moi. Je crois que j'ai payé ça 7 500 €, plus une immersion, peut-être 2 000 €. Je me souviens en plus, le jour de l'immersion, j'avais les sous en cash. Et le gérant du truc, tu vois, c'était un bon vivant et tout, machin. Il m'avait demandé les sous en cash quand j'étais là-bas à Bordeaux, à Senon exactement. Ah oui, d'accord. Et le soir même, il les a dépensés. Très bien. Voilà, tu vois, et le soir même, il les a dépensés dans une machine à sous au casino, en invitant tous les gars. Et moi, vraiment, j'avais pas de sous, tu vois. Tu voyais ton argent partir en fumée. C'est ça, j'avais pas de sous. Il t'a laissé faire une partie au moins? Même pas. Je pouvais même pas, tu vois, mettre de sous dans le truc. Et lui, il dépensait, il s'en foutait, il rigolait, tu vois. Mais c'est normal, tu vois, je lui en veux même pas. Et c'était une leçon en mode, voilà. Et ça m'avait vraiment marqué. Du coup, voilà. Mais en amont, tu vois, j'ai testé 1000 et un trucs. J'ai même fait du gambling au casino avec la roulette anglaise. J'ai fait des options binaires. Donc vraiment, si tu veux, depuis 2012-2013, je suis un acharné d'avoir testé, itéré plein de choses, essayé de vendre plein de trucs. Et c'est, je pense, cette phase-là qui m'a aussi forgé, parce qu'aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent, voient sur Instagram, voient sur TikTok, voient sur YouTube, voient sur plein de choses, des gens qui montrent juste leur réussite. Ouais. Et on pense que, en fait, on a réussi comme ça en claquant des doigts. Mais ils pensent pas que, moi, ça fait 10 ans aujourd'hui que limite j'essaie, je me casse le cul, etc. Et que j'ai compris tout ça en faisant 1001 erreurs, en perdant énormément de temps, énormément d'énergie, en étant jugé partout et en allant me battre en fait contre moi et contre les autres pour essayer d'atteindre mes objectifs et mes rêves. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que les gens intègrent. On ne réussit pas du jour au lendemain. Par contre, on met peut-être 5 ans, 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Ouais, et beaucoup de gens en fait vont faire abstraction de tout ce travail et vont se dire moi aussi j'ai envie d'y arriver, moi aussi j'ai envie de ça, et du coup vont pas assez itérer, vont pas assez travailler pour faire en sorte de péter les murs face à nous. Donc ça, c'est très important à dire, c'est que ouais, il y a une belle réussite, ouais, ça fait 3 ans que c'est comme ça, et puis tu as l'impression que tu casses tout, voilà. Mais non, ça fait quand même 10 ans maintenant que je mets en place des choses au quotidien comme un acharné, j'ai fait abstraction de tout dans ma vie pour ça. Là, les gens voient que la lumière, de toute façon, tu sais, c'est un peu comme quand tu es un artiste qui sort un tube, d'un seul coup, tu vois, le tube explose. Putain, mais il sort d'où? Il vient du jour au lendemain. Mais en fait, le mec, il gratte sa guitare, ça fait 20 ans que personne l'apprécie, qu'il a essayé de faire dans des petits trucs. Personne venait. Que sa femme l'a quitté parce qu'elle en avait marre. Bien Exactement. Sûr. Et ça, c'est aussi un message puissant. Merci de le partager. Parce que je le vois et moi, je le sais. Tu vois, hier, justement, j'en parlais avec Thibaut aussi. Il me disait, on parlait de ces 3 dernières années et je lui ai raconté que, tu sais, moi, j'ai ma petite fille, ça fait 3 ans. Ma femme a fait un énorme baby blues. Et donc, en gros, ma fille n'a pas dormi, n'a pas fait ses nuits depuis 3 ans. Donc, elle se réveillait entre 4 et 8 fois par nuit. Donc, tous les jours, on ne dormait pas. En plus de ça, j'avais tous mes business. Ma femme qui faisait un baby blues. Et en fait, les gens me voyaient sur les réseaux. Mais dans ma vie, c'était le chaos total. On a failli divorcer au moins une 30aine de fois. Et il y a encore quelques temps, on discutait encore de se séparer.
mais on tenait bon parce qu'on se rappelait qu'on a vécu 4 ans merveilleux avant et que c'est depuis la naissance de la petite qu'en fait, il y a eu quelque chose de compliqué et on s'est accroché. Et d'ailleurs, je voulais donner ce petit message parce que c'est un message je pense, hyper positif et qui est important à retenir. On m'a posé la question, elle m'a dit, mais pourquoi du coup, tu n'as pas arrêté ? La question, elle était simple, c'est-à-dire que si aujourd'hui, j'ai dit à ma femme, ça fait 3 ans qu'on galère, que c'est dur, on est en train de faire le plus dur en fait d'un couple, si on arrive à passer ça, on est parti pour toute la vie. Ouais. Et que finalement, c'est là où il y a je relie avec l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est un peu comme le mec qui monte plusieurs business, il en monte un premier, un deuxième, un troisième, mais il va jamais, en fait, dès que ça devient dur, il change de modèle, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que je compare ça à la vie de couple. Tu pourrais très bien faire une succession de premiers jours. Tu vois, c'est génial. Les premiers bisous, les premières sorties, l'excitation de se découvrir. Mais à un moment donné, quoi qu'il arrive avec n'importe quelle femme, tu vas retomber à un moment donné dans de la routine. Il va falloir apprendre à s'accepter, apprendre à vivre avec, faire des compromis, etc. Mais une fois que tu as fait tout ça, regarde aujourd'hui, ton succès est là, le mien aussi. Mais on est passé par cette phase compliquée. Ouais, bien sûr. Et je pense que ça soit dans la vie de couple, que ça soit en amitié aussi, que ça soit dans l'entrepreneuriat, pour moi, rien ne déroge à cette règle. C'est qu'on passe toujours par l'excitation du début, la réalité qui nous frappe en plein visage parce que ouais, je veux devenir influenceur, je veux faire ça. Ça paraît facile sur le papier. Ouais. Et puis finalement, tu arrives, tu prends des gifles, des haters, des machins, personne n'achète tes programmes, il faut recommencer, il faut refaire, il faut investir. Et puis d'un seul coup, pouf, ça décolle. Et c'est exactement, je pense, la même chose, si tu es d'accord avec moi, en tout cas dans la vie de couple, en amitié, etc. Bah, complètement, tu vois, je pense que c'est aussi un message qui est transmis par la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est obsolescence programmée, tout est instantané, t'as faim, tu commandes, tu veux te déplacer, tu commandes, tu peux tout faire via ton téléphone, donc tu veux tout de suite. Ouais. Et les mecs sur Internet te disent, mais tu peux devenir riche en 30 jours, il n'y a aucun problème. Allez, 90 jours, achète ma formation. Et du coup, les gens, ils assimilent ça pour le business, mais ils assimilent ça aussi pour le perso. Tu l'évoques avec le couple. Ah, bah, il n'y a pas de problème. Au pire, tu changes, tu vas sur Tinder, machin, truc. Et puis, alors que, effectivement. On me l'a dit plusieurs fois. Mais c'est ça. Et c'est dans les moments les plus compliqués, et tu as raison, que les gens se forgent. Comme on dit, les temps durs font des hommes forts, les temps faibles font des gens faibles. Et enfin, les temps faciles font des gens faibles. Et aujourd'hui, tu vois, les gens n'ont plus de courage, n'ont plus d'audace, n'osent pas faire les choses, ils ont peur de tout. Et que ce soit dans le business comme dans le perso. Société de consommation. Et tu vois, je fais le parallèle avec un truc tout bidon, mais qui est important. Tu sais, à l'époque, tes parents, tes grands-parents, t'as vu, ils achetaient des meubles. Tu les passais de génération en génération. On avait cette volonté de garder, de transmettre, la vaisselle en porcelaine. Là, aujourd'hui, les meubles Ikea, tu jantes, c'est du consommable. On t'apprend à consommer, jeter, consommer. Tu loues tes meubles 6 mois, on te les change, on te propose de les changer. C'est bizarre si tu refuses. Clairement. C'est ça, hein. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a tout ce modèle-là, mais j'ai l'impression que quand même, on est en train de revenir, parce que tu sais que c'est toujours cyclique. Les pâtes def, ça n'existait plus, ça revient. Tu vois, il y a tous les modèles, en fait, à un moment donné, on finit par y revenir. Et je pense que cette façon de consommer tout de suite, rapidement, etc., je pense qu'à un moment donné, ça va se fatiguer et qu'il y a beaucoup plus de personnes maintenant qui vont revenir à l'ancien modèle, qui veulent plus de vérité, surtout dans un monde où on est de plus en plus médiatisé, de plus en plus sur les réseaux, de plus en plus présent et finalement fragile, à la portée de tous. On le voit avec des personnes qui se font gâcher leur vie justement sur les réseaux, etc. Et finalement, de plus en plus, je pense que des gens justement vont réussir à conserver cette intimité et à aller plutôt, en tout cas, bâtir sur le long terme. Aujourd'hui, donc du coup, tu m'as parlé de Entrepreneurs, tu m'as parlé du déclic, qui sont devenus, en tout cas aujourd'hui, la clé de voûte de tes business, si j'ai bien compris. Donc tu as forgé en fait toutes ces années le personnage d'Alec Henry. Quels sont les débuts d'Alec Henry sur les réseaux ? Les débuts d'Alec Henry sur les réseaux, raconte-nous tes premières vidéos. Alors, je vais essayer de te trouver une vidéo que j'ai tournée avant même de créer les réseaux. Parce qu'en fait, la première boîte que j'ai créée, elle s'appelait Trading House Online. Et pourquoi ? C'est parce que je voulais créer une entité où on permettait aux gens de trader en toute sécurité. Et je voulais leur apprendre déjà à ne plus perdre d'argent sur les marchés financiers plutôt que de vouloir en gagner. Or, les gens s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est plus voir un mec qui n'a jamais tradé, te montrer sa Ferrari, sa Lambo, son truc et te dire swipe, va dans mon canal Telegram et qui va gagner 50, 100, 200 000 balles en te mettant des signaux de trading et en faisant de l'affiliation broker, plutôt que de dire attention, le trading, l'investissement, la bourse, c'est un vrai métier. Bien sûr.
apprenez, formez-vous. Non, on ne peut pas gagner, on ne peut pas être millionnaire avec 500 ou 1000 euros ou 10 000 euros. Ça, c'est la réalité. Tous les autres, c'est juste des opportunistes qui surfent sur une tendance et qui surfent sur la misère du monde. Maintenant, du coup, effectivement, donc quand j'avais créé ça, je vais essayer de retrouver une des premières vidéos. J'ai dû faire 50 fois la vidéo, la prise, pour se dire bienvenue, machin. Donc, c'était compliqué. Ensuite, lorsque j'ai vraiment voulu reprendre les réseaux. Je peux t'arrêter juste sur cette première vidéo? Ouais, bien sûr. Ok. Pour les personnes qui veulent se lancer, moi, je sais ce que j'ai ressenti. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es filmé et que tu t'es regardé? Les premières vidéos, qu'est-ce que tu voyais? C'est une très, très bonne question. En vrai, j'ai pas ce truc de... Enfin, j'aime pas m'entendre en vidéo, c'est vrai. Mais j'avais pas ce truc de putain, j'ai vraiment l'air d'un con. Parce qu'en fait, si tu veux, ça changeait pas de en vidéo et hors vidéo. Genre, j'avais l'air d'un con en vidéo et en vidéo, tu vois. Donc, mais c'est bien moi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. J'ai bien l'air d'un con, c'est parfait, tu vois. Au moins, je suis authentique. Donc c'était vraiment ce truc-là, tu vois. Donc, j'étais pas dans ce machin. Par contre, c'est trop drôle parce que dans la vidéo, tu me verrais, je m'étais créé un petit bureau chez ma mère avec des planches Ikea. Le bureau, il doit coûter 50 balles. Et j'avais acheté des écrans de trading, etc., que j'utilisais du coup avec des graphes, des trucs, des machins. Et c'était vraiment mon quotidien. J'étais passionné par ça et convaincu que j'allais tout cartonner avec ça et tout. Et du coup, je suis là en train de faire mes vidéos. J'avais mis une petite chemise 10 fois trop grande, un costume horrible 10 fois trop petit. Il nous faut les vidéos. Une veste de costume. Et oui. Et je suis là en mode bonjour. Mais j'étais quand même assez à l'aise à la caméra assez rapidement. Okay. Tu vois, j'étais pas en mode en train de bégayer ou autre. Et par contre, à un moment donné, quand je me suis relancé justement, où là, on était dans les bureaux à côté de Genève, à Versoix exactement. Ce que j'ai fait, et ce que j'invite les gens à faire, c'est que de toute façon, on apprend par l'action. On n'apprend pas par achète un énième truc. Non, on apprend par l'action. Comme tu fais du coaching, tu apprends par l'action. J'ai toujours été dans cette dynamique. C'est pour ça que je ne suis pas un grand client de coaching, machin truc, ou de livres. J'apprends par l'action. Donc, j'ai tourné 72 ou 73 vidéos en 2 jours, non-stop, sans m'arrêter, dans nos bureaux. Caméra qui tournait, un kakémono en face de moi avec les sujets de vidéo, un kakémono à côté de moi avec de quoi écrire, etc. Sûr. Et les collaborateurs dans le bureau. Parce que sans eux, c'est trop facile. Tu peux te reprendre, etc. Bien sûr. Et avec l'attention de me dire, j'ai pas d'oseille et je sais pas monter des vidéos. Donc, je dois faire que des one-shots. Donc, du coup, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu te viandes. Mais après, tu te viandes plus parce que tes vidéos, elles durent entre 5 et 12 minutes. Donc, tu perds du temps et tu dois carburer. Donc, j'avais un pack de 12 litres d'eau en face de moi, ma caméra, quelques cartes SD, mon machin, et j'ai tourné 72 ou 73 vidéos d'affilée. J'ai sorti une vidéo par jour. Ça, je pourrais te les retrouver, les vidéos. C'est sur ma chaîne que j'utilise encore. Certaines sont non répertoriées, d'autres sont encore publiques. Et tu me vois faire bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Alec. Et vraiment, c'était ça mon intro. T'avais quel âge à ce moment-là? C'était en 2000, pas que je te dise de bêtises, c'était en 2018, début 2018. Donc, c'était il y a 5 ans. Donc, j'avais 23 ans. 23 ans. Donc, tu vois, 23 ans, je suis dans nos bureaux, tac. Donc là, j'avais déjà une agence qui tourne, on avait déjà des collaborateurs salariés qui étaient là, on a déjà des beaux clients. Donc, tu vois, je me sentais quand même beaucoup plus aussi à l'aise et legit. La vidéo que je tourne dans ma chambre, c'est 1 an plus tôt, 1 an et demi plus tôt. Je démarre. 21 ans, 22 ans. Voilà, je démarre 21 ans, 22 ans. Ça, c'est les prémices. C'est les prémices. Même si j'ai déjà fait pas mal d'argent, je me suis rendu compte que c'était possible de gagner de l'argent. Et ça fait quand même 3 ans que je tente des trucs. Je me sentais pas encore pleinement légitime. Et j'ai mis beaucoup de temps, si tu vas me sentir légitime. Et c'est pour ça que, par exemple, tu vois, j'ai commencé... ce fameux truc de Alec, il est toujours en chemise et autres pendant longtemps. La première fois que j'ai mis un t-shirt et un polo, c'était un événement. Tu vois, j'ai publié un truc, 80% des commentaires dans la publication, c'était wow, Alec en polo, Alec en t-shirt. Il a des avant-bras, on les voyait pas. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, tu vois, j'avais créé une image. C'est comme, tu vois, le fait d'avoir une barbe, par exemple, j'étais imberbe. Donc, j'ai commencé à mettre du minoxidil, c'est un produit à la base pour les chauves, pour essayer de refaire pousser les cheveux. J'ai un pote, il a fait ça. Mettre ici, etc. Ça a marché, tu vois. Maintenant, j'ai une barbe et tout, mais ça a mis 1 an à pousser. Ou par exemple, j'essaie
c'est d'avoir une voix plus grave. J'ai jamais fumé de ma vie. J'ai hésité À à me mettre fumer. à fumer Bah ouais. pour avoir une voix plus grave. Tellement que justement, j'étais dans ce truc de devoir prouver. Parce qu'en fait, vu que mon modèle, à l'époque, c'était pas forcément l'accompagnement comme on fait en B2B, etc., qui, grâce à l'expérience Ouais, bien aujourd'hui, sûr. fait qu'on peut le faire aussi bien. Mais c'était vraiment un modèle agence traditionnelle. Ouais, Du coup, je m'adressais à des chefs d'entreprise en Suisse, dans un domaine où, enfin, dans un monde qui est la Suisse, parce que la Suisse, c'est quand même un monde à part, où les gens sont très traditionnels, sont très, il faut avoir fait telle étude, attention, enfin, si t'es jeune, mais qui t'es pour me donner des Ouais, bien conseils sûr. et tout. Donc, j'essayais de me vieillir à tout prix et de me créer une sorte de légitimité. En même temps, je voulais pas fake it until Tu you voulais make pas it. fumer non plus. Voilà, c'est ça. Ah, bien sûr. Et du coup, ouais, donc j'ai créé tout ça et c'était pas simple, mais c'était assez drôle. Ok, cool. Donc maintenant, tu as créé donc Entrepreneurs, tu as créé donc le podcast Le Déclic. Ouais. Lequel aujourd'hui a été le plus dur à monter, à assembler, à continuer? Bah, le déclic, c'est du plaisir. Donc, Ouais. en plus, tout est délégué. Je me pose face à un pote ou face à quelqu'un d'extrêmement intéressant. Tu vois, ça me prend peu de temps. Hein. Ouais, bien sûr. Ça va me prendre quelques heures par semaine lissées sur l'année. Tout le reste, moi, j'ai juste à me pointer, faire les épisodes. À cet endroit-là d'ailleurs? Enfin, c'est ici. Dans la pièce d'à Dans la côté, pièce d'à côté, quand on ok. fait ça à Dubaï. Ok. Sinon, quand on fait ça à Paris, on a différents studios. Ok. On loue ça pendant 3 à 4 jours et Et après, on tourne, let's go. 12 à 15 épisodes. Là, on a pas mal d'avance. Mais sinon, tu vois, j'ai une responsable du déclic qui gère les différentes équipes au niveau du montage, au niveau de l'édito. On me prépare les questions. Il y a quelqu'un qui fait aussi, cette même personne, un rendez-vous avec les invités en amont pour Ah oui, les pour connaître, prendre. Ouais, d'accord. pour Ok. prendre l'information. Donc, tout a été structuré, qui fait que c'est vraiment un énorme plaisir pour Du moi coup, de le faire. Du coup, quand tu fais tes podcasts, il y a une personne qui, justement, en amont, pose les questions pour structurer le podcast. Oui. Et après, tu arrives Ouais. le jour J pour décortiquer. Pour ça que j'ai ma fiche et je sais exactement où je vais mener l'individu, que ce soit en podcast vidéo Ok. ou en podcast audio, Ok. parce qu'on a aussi la version uniquement audio. Et du coup, tu vois, cet après-midi, par exemple, j'ai un enregistrement, j'ai ma fiche, je vais découvrir la fiche Ok, 5 cool. minutes avant l'enregistrement. Et puis c'est parti, let's go. Et puis on y va. Ok. Mais c'est possible parce que si tu veux, moi je rebondis beaucoup sur ce que dit la personne et sur le business de la personne. Mais c'est possible parce que mon quotidien c'est d'accompagner de l'humain et d'accompagner C'est ce que du tu fais en business. temps réel. D'accord. Donc je sais tout de suite, tu vois, le mec va pas me raconter des salades où je vais pouvoir creuser et identifier des problématiques Bien que sûr. peut-être lui n'a même pas encore réussi à verbaliser ou conscientiser parce que c'est mon quotidien, parce Ouais. que je connais le truc. Donc c'est aussi cette facilité qui fait que c'est aussi simple à exécuter. Demain, t'es pas à l'aise dans tout ça, c'est compliqué. Donc ça, le déclic, c'est pour ça que non, je peux pas dire que c'était compliqué à mettre en place parce que j'ai des assets en termes de ressources humaines ou en termes de Et compétences. puis l'habitude d'accompagner des Et personnes, l'habitude, etc. et aussi, j'avais déjà une audience, etc. Plus, j'ai surfé sur une trend du podcast. J'étais un des premiers. Donc, tu vois, maintenant, on a sorti 150 épisodes. On fait partie des références. Donc, c'est cool. Par contre, entrepreneur.com, ouais, c'est clairement l'entreprise et le challenge le plus compliqué de ma vie. Et aussi parce qu'il est un petit peu ingrat. C'est-à-dire que c'est un business model dans lequel tu pourrais très bien ne pas bien gagner ta vie. Fort heureusement, c'est pas le cas pour nous, Oui. mais ça l'a été. Ouais. Où c'était difficile. Bah, au départ, bien sûr. Au départ et même à des moments où tu vois on avait arrêté complètement le business, on l'a repris, je l'ai restructuré, ça a pris 6 mois à nouveau être rentable. Ah, tu nouveau- l'avais stoppé à un moment Je l'avais donné? stoppé à un moment D'accord. donné pendant à peu près 1 an parce que j'en avais marre d'accompagner les débutants. Puis en plus j'avais arrêté les réseaux sociaux pendant presque 1 an et demi complètement. J'en avais Pourquoi marre en fait. J'en avais marre, je le dis souvent, tu vois, j'en avais marre de vivre pour partager plutôt que partager ce que je vivais. J'en avais marre, si tu veux, de ce concours un peu de concours Ouais. de beats entre guillemets, Ouais, tu bien vois, sûr. pour Celui qui désolé explose d'être le plus, vulgaire, mais etc. Bien sûr. c'est ça, tu vois, genre le mec il prend la business, ah bah non c'est la first, ah bah non c'est le jet privé, l'autre il prend un yacht de 40 mètres, ah non c'est 100 mètres, l'autre il prend cette voiture, bah non c'est cette voiture, c'est que du surenchère, des mecs ils confondent chiffre d'affaires, bénéfices, machin, ils te racontent 2 trucs, Ouais, bien sûr. ils te disent j'ai 120, 150, 200 collaborateurs, Ils sont deux. ils sont deux, ou alors c'est que des prestats et puis Ouais, c'est bien sur sûr. l'ensemble. Et voilà, et j'ai commencé à faire partie de ce truc, tu vois, à vouloir exagérer, Bien sûr. à vouloir faire le Tomber dans le marketeur et propre piège. voilà, et commencer à arrondir tous les angles, etc. Et j'ai eu des signaux d'alerte de gens qui me connaissaient à me dire attention, tu commences à avoir cette Ouais. image, machin et tout, et c'est une image que je n'aime pas, et c'est une image qu'aujourd'hui je me tue à ne plus avoir. C'est pour ça que je prends la sécurité de ne même plus communiquer nos chiffres d'affaires. Ouais. Tu vois, avant on en parlait rapidement Bien sûr, en bien off, sûr. mais aujourd'hui je communique même plus ça. Et c'est ingrat parce que je le disais, même quand
ton business peut-être va mal, finalement, ton but, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Ouais, et clairement. nous, on a vraiment à cœur d'accompagner dans l'excellence les entrepreneurs. Et on a des entrepreneurs relativement avancés. Donc, en fait, mon quotidien, c'est faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à mes clients. On parle de centaines de milliers d'euros Et par d'en prendre mois. une petite partie, bien sûr, pour Alors, être rémunéré. Parfois, il y a du variable, parfois, c'est juste des frais fixes. Donc, imaginons, c'est un frais fixe, par exemple, tu vois, un consulting à 30K ou autre, ça peut paraître beaucoup, mais quand tu fais gagner 5 millions au mec sur l'année Ouais, et clairement. que le gars, il en faisait 2 avant, donc tu fais plus 3, et puis tu as pris 30, Ouais, et puis qu'en plus, toi, tu galères dans ton business, c'est hyper ingrat parce que tu vois des mecs faire des millions autour de toi, ouais, bien sûr, que tu grâce accompagnes. à toi. Ouais. Et toi, tu galères. Et j'étais dans cette phase où je me suis dit, putain, mais est-ce que vraiment j'ai encore envie de faire ça? Ouais. Parce que si j'avais juste envie de faire du cash, clairement, c'est pas entrepreneur.com que je développerais. Ouais. Pas du tout. Parce que oui, même si c'est très rentable, ça fait beaucoup d'argent. Il y a des choses qui peuvent en faire beaucoup plus. Ouais. Tu vois, demain, je fais monter un SaaS ou C'est différents pas en types de cours business model. Non, c'est pas dans les ambitions parce que je suis focus. Ou typiquement, j'arrêterai tout et je ferai de l'affiliation trading ou j'arrêterai tout Ouais. et je ferai Oui, de mais la bon, vente. là, tu laisses ta réputation. Donc, Ouais, mais si ma motivation première, Bien sûr, c'était ça, l'argent. voilà, ou j'arrête tout et je vends des biens immobiliers à Dubaï, franchement, c'est un truc de malade, ça peut l'argent être- que tu peux ouais, faire. complet. Et des exemples comme ça, on a pléthore. Donc, si ta motivation première, c'est faire de l'argent, aujourd'hui, tu sais de quoi je Bien parle, sûr. tu peux en faire et beaucoup assez facilement grâce aux opportunités qui sont autour de nous. Mais ma motivation première aujourd'hui, c'est vraiment l'impact. C'est pour ça qu'on reste là-dedans, c'est pour ça qu'on structure, c'est pour ça qu'on est 40, c'est pour ça qu'on a établi une culture d'entreprise très forte, des valeurs très fortes et qu'on continue à avancer et évoluer là-dedans. Mais tout ça, ça a pris du temps à se mettre en place. Et puis de la restructuration, de la réflexion, des erreurs. Comme je t'ai dit, on a arrêté pendant 1 an, c'est pas pour rien. Et du coup, aujourd'hui, on est assez solide et structuré, que ce soit moi dans ma vision de l'entreprise et ma vision de CEO pour pouvoir avancer sereinement. Et comment tu arrives entre tes entreprises, Ouais. ta vie personnelle, à faire le pas entre les deux? Comment tu t'organises? Comment tu gères tes journées? Comment tu arrives à faire, à garder du temps pour toi? Ouais. Est-ce que tu as la tête dans le guidon H24 ou est-ce que tu arrives à te dire, bon, il me faut des temps off? Comment tu gères cette partie-là? Je pense que l'équilibre parfait, c'est un mythe. Aujourd'hui, je vis pour travailler, je ne travaille pas pour vivre. Le business, c'est ma priorité. Les personnes dans mon cercle personnel en ont conscience, en sont conscients et doivent l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comptent pas pour moi, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour moi, ça ne veut pas dire que je ne sais pas trouver des moments Bien pour sûr. ça, mais c'est ma priorité. C'est-à-dire que, tu vois, même lorsque je vais au sport 6 fois par semaine, j'ai 2 heures dans mon agenda qui sont bloquées pour le sport, le cardio, me doucher, manger, etc. Je calcule tout ce que je mange, je calcule comment je dors, je calcule comment je m'hydrate, je me fais complémenter, je fais des prises de sang tous les 3 mois, je suis suivi par un docteur, médecin, etc. Tout ça, je le fais pas parce que la santé est ma priorité. Non, parce que j'utilise ces éléments comme levier pour créer de la performance dans mon business. Ma priorité, c'est le ton business, business. c'est l'impact. C'est Et là où tu t'épanouis. c'est ça. Et même le fait d'avoir, par exemple, des gens proches, et j'en ai très peu dans mon cercle personnel, c'est aussi pour moi un levier d'équilibre parce que je sais que cet équilibre et cette stabilité émotionnelle me permettent d'être beaucoup plus serein Bien dans sûr. mon approche du business, beaucoup plus équilibré dans mon approche du business, dans ma psychologie et autres. Tu vois, ou par exemple, tu vois, je suis suivi par un psy sur différents sujets. Pourtant, j'ai pas de problème ou autre, je suis pas complètement déséquilibré ou schizophrène, mais pourquoi je fais ça? Au même titre qu'un entrepreneur, pour moi, doit se faire accompagner, pas quand ça va mal, Bien sûr. mais quand justement ça va bien, Bien et sûr. tu veux faire encore mieux, c'est pareil pour la partie psyché. Et que ce soit au niveau consulting, coaching ou au niveau vraiment psychologue avec un professionnel. Moi, j'ai les deux Bien sûr. parce que je peux me permettre les deux, j'investis énormément en moi. Mais c'est hyper important, tu vois, de se dire ça. Donc, il faut faire un choix. Et dans ce choix, tu vas utiliser des choses de ton quotidien comme étant un levier pour te driver. Et si je faisais pas ça, clairement, je te le dis, j'irai pas à la salle parce que c'est pas ça qui me drive. Moi, je suis plutôt quelqu'un de bon vivant, je suis un gourmand, j'adore la cuisine gastronomique. Donc, clairement, j'irai plus au restaurant, faire des meetings avec des mecs pour faire du Ouais, business bien sûr. que à la salle et manger mon poulet riz brocoli tous les jours Ouais. en calculant mes calories et mes macros. Mais je sais que je suis pas performant si je fais ça. Donc, je m'octroie 1 fois par semaine un petit plaisir que je fais en sorte qu'il rentre justement dans mes trucs. Ouais. Et par exemple, tu vois, je vais pas boire d'alcool parce que je sais que si je bois de l'alcool, je vais être moins performant le Clairement. lendemain, moins dormir, etc. Pas manger de viande rouge le soir, enfin plein de règles que je me suis imposées en me connaissant davantage, mais parce que le socle de tout, c'est la Ouais, performance bien par sûr. rapport à ma volonté d'atteindre des objectifs. Ok. Donc c'est quand même une vie assez millimétrée.
C'est une vie extrêmement structurée, millimétrée, militaire, organisée. Je suis connu et reconnu aussi dans mon cercle proche pour ça. Ouais. Même des fois, tu vois, Ous, quand il fait des podcasts ou autres, il parle de ça. Yomi, quand ils en parlent ensemble dans Sans Permission, tu vois, même alors que lui aussi, tu vois, il a fait le service militaire, il est suisse, il est ultra carré, ultra organisé, ultra millimétré, il pense à tout. C'est un génie justement de l'optimisation sur bon nombre de sujets. Et par exemple, au niveau biohacking, il est plus avancé que moi. Mais même lui, tu vois, reconnaît que je suis limite trop millimétré, trop organisé, trop carré. Donc même pour des gens carré millimétrés, je le suis parfois trop, mais je le suis moins que dans le passé. Tu vois, fut un temps en 2019-2020, les gens me prenaient pour un robot, sans cœur, sans âme, sans état d'âme, sans rien. Le but, c'était performance. C'est ça. Puis on pensait qu'au petit-déj, je prenais quelques boulons avec de l'huile plutôt que de prendre des céréales. Et que je m'en foutais de tout à part ça. Ce qui n'était pas le cas, mais je dégageais cette image. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus détente, beaucoup plus chill, et je réussis à trouver un équilibre. Tu vois, comme ce matin, je suis allé à la boxe avec une amie, ça fait plaisir, c'est cool, on se dépense, on fait du sport, je la vois, on boit un café, on parle business. Tu vois, là, on est ensemble, après on va manger ensemble. Cet après-midi, j'ai plein de trucs pro aussi, ce soir, j'ai plein de machins. Enfin, voilà, c'est un équilibre en fait. Ouais, clairement. Et j'ai cet équilibre aujourd'hui parce que j'ai accompli certaines choses, mais j'ai quand même de grands objectifs, et face à ces objectifs, il y a des enjeux. Maintenant, je peux me permettre de faire ça comme ça parce que j'ai une équipe. C'est-à-dire que tu vois, j'ai mes 4 fantastiques. Derrière, Voilà, j'ai mes 4 fantastiques autour de moi. C'est hyper structuré. J'ai mon directeur des opérations qui est là pour cadrer tout ça, qui organise tout ça, et ça me permet d'avoir beaucoup plus de hauteur sur ma vie et sur le business. Et derrière, tu penses que tu pourrais faire tout ça si tu n'étais pas full passionné ? Ah bah non. Bah non, pas du tout. Parce que derrière le moteur de tout entrepreneur, ça reste quand même la passion. La passion. Mais en fait, comme je t'ai dit, moi, je vis pour travailler, je travaille pas pour vivre. Donc en gros, chaque respiration, inspiration, elle est faite pour mon projet, pour le business, pour l'entrepreneuriat. Je suis un passionné de ça. Tu vois, le déclic, je l'ai créé parce que je suis passionné de l'entrepreneur. J'ai rien à gagner dans le déclic. Tu vois, c'est pas ça qui nous fait gagner notre vie. On monétise pas le déclic. L'entrepreneur qui vient sur le déclic, oui, il a beaucoup de visibilité, il fait du chiffre d'affaires en plus, c'est cool, ça me fait plaisir. C'est pour ça qu'on les choisit aussi scrupuleusement, mais surtout par rapport à leur parcours et ce qu'ils vont apporter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis avant tout un passionné fou. Et quand il y a de la passion, tu calcules pas, tu comptes pas. C'est comme dans les relations. Même parfois, ça va aller dans le côté malsain de la chose. C'est clairement, on est là-dedans. Et quel est l'objectif du coup maintenant, la projection, sachant que tu as quand même déjà accompagné des milliers de personnes, que tu as 2 business qui fonctionnent bien comme il faut. Quelle est la suite ? Quel est le développement ? Quelles sont les prochaines étapes pour toi ? Ouais, il y en a plus que 2 parce que je parle pas de tout, mais effectivement, je suis au capital de pas mal de structures ou advisor dans certaines, mais je me concentre plus vraiment. Gros déclic entrepreneur, ce que les gens connaissent le plus. Ouais, c'est ça. Après, déclic, c'est vraiment pas un business, c'est juste partage. Mais du coup, ce que je veux dire par là, pour la suite, là, je suis dans le mood plus de la même chose. Donc plus d'impact. On a établi nos OKR 2024, ils sont très challengeants. J'ai fait beaucoup de recrutement stratégique ces derniers mois. J'ai des gens juste fantastiques à mes côtés. C'est vraiment ce quotidien, cette énergie, cette aventure qu'on vit ensemble. Le fait de pouvoir aussi investir en eux, leur offrir plus de choses, plus de formations, faire des team building ensemble, vivre des aventures ensemble, voir nos clients évoluer. Donc moi, je suis vraiment drivé par ça. Je pense encore pendant au moins 3 ans. Après, je verrai. Il y aura 2 choix qui vont s'opérer. Soit je vais créer un business complètement différent pour aller chercher d'autres sphères, des sphères plus à 100 millions, 200 millions. Financières, voilà, pour plus d'impact, parce que c'est corrélé directement à l'impact. Parce que là, avec un modèle tel qu'entrepreneur.com, c'était dans des sphères entre 10 et 30 millions. Tu vois, t'es un peu capé en termes même d'écosystème. Et puis sinon, peut-être l'internationalisation, on verra. C'est potentiellement une projection, une possibilité, mais l'internationalisation, moi connaissant beaucoup de gens aussi aux États-Unis ou sur le marché hispanique, pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais c'est un grand fantasme en fait de beaucoup d'entrepreneurs francophones, mais ils ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué, c'est concurrentiel, c'est sophistiqué, c'est du travail, c'est très cher en termes de pénétration de marché et d'acquisition. Donc si tu arrives et que tu n'as pas au moins... Il y en a qui sont en place, qui ont déjà de l'avance, etc. Si tu n'as pas au moins $1 million à cramer, qui tout double pour tester...
n'essaie même pas, tu Ouais. vois. C'est un peu comme si tu avais $1 million et sur ces $1 million, tu te dis, OK, allez, j'ai 20 tickets de loto potentiellement gagnants à 50 000 à essayer de cramer, tu vois. Ouais. Et puis on essaye. Puis si les 20 marchent pas, tant pis, on aura essayé. Mm. Mais voilà. Et c'est une philosophie qu'a un pote là qui a levé des fonds, qui était sur le marché FR et d'autres marchés, qui va sur le marché US. Il a levé des fonds justement pour se dire, OK, j'ai des tickets de loto à gratter. Ouais. C'est pour ça que je reprends cette analogie. Et je trouve cette analogie extrêmement bonne. Alors certes, tu vas réfléchir, mais même si tu es bon, tu réfléchis, tu poses une strat, il y a quand même ce truc de tu es sur un marché qui pardonne pas. Toi qui as accompagné des dizaines, des centaines d'entrepreneurs, quel est pour toi, quel est le liant en fait entre toutes ces personnes? Qu'est-ce que tu as pu remarquer si tu devais aller, on va dire même si tu devais avoir 3 points à mettre en avant qui sont identiques pour chaque entrepreneur? Ouais, le premier point, je dirais que c'est quand même l'état d'esprit. Et j'irai plus loin dans ça, c'est l'identité. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, ton identité, elle est malléable, elle évolue. Une des premières questions que tu m'as posées, c'est est-ce que tu penses que si on t'avait dit tout ce que tu as réussi, tu aurais été en capacité d'assumer, tu aurais eu les épaules pour ça? Clairement pas. Et qu'est-ce qui change entre ça? C'est le même Alec, je suis toujours né à la même Bien date, sûr. c'est toujours la même personne. Par contre, mon identité a changé au fur et à mesure du temps. Et tu as des fois des Tu crises. t'es construit, ouais. Tu te construis, tu as des crises identitaires qui vont faire un switch et tu vas te construire, tu vas évoluer un peu comme un Pokémon finalement. Et du coup, c'est comprendre que finalement, il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que toi. La seule personne avec laquelle tu dois te challenger, c'est toi-même. Bien sûr. Et puis aujourd'hui, tu as ce niveau-là peut-être, si tu gamifies la chose, pour aller chercher ce niveau de business, il faut que tu aies ce niveau-là. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est combler ce gap pour faire en sorte que tu puisses évoluer, avancer, apprendre de tes erreurs, bien sûr. te former ou peu importe, ou avec le temps. Donc ça, c'est le premier point. Les gens veulent aller trop vite et ne comprennent pas ce truc de l'identité, c'est clé, c'est tout, et c'est l'état d'esprit aussi. Le deuxième point, c'est ne pas être drivé uniquement que par l'argent et faire de ton client une priorité absolue, surtout qu'aujourd'hui on est dans une économie où les gens ils sont de moins en moins dupes par le marketing ou par la vente, ils sont de plus en plus exigeants, ils sont de plus en plus éduqués, que tu sois sur le marché français ou quel que soit le marché, les marchés internationaux c'est encore plus le cas, donc il faut faire très attention et tu vas te différencier uniquement par ton produit, par la qualité de ton produit, ta capacité à satisfaire ton client. Et le troisième point, c'est le fait de vouloir aller trop vite justement ou de se comparer aux autres. Je le redis, ça touche un petit peu le premier point et ça touche un élément que j'avais évoqué, mais on avance tous à notre rythme. Bien sûr. Et même si demain, tu vas, imaginons, faire un gros échec, faire faillite, c'est pas grave, ça fait partie d'un processus. Bien sûr. Tu as peut-être fait les mauvaises décisions, tu te construis. Et tu vois, aujourd'hui, en France, tu échoues, c'est mal vu. Et c'est dommage, c'est vraiment catastrophique. Alors que tu échoues aux États-Unis, limite, c'est bien vu. Ouais, bien sûr. Et tu vois, j'avais essayé. C'est ça. Et tu vois, j'avais cette discussion avec des gros entrepreneurs ou autres, ou même là, il y a quelques jours de ça, j'étais à Paris, on était sur un plateau, j'ai eu l'occasion d'animer une sorte d'émission. Il y avait la ministre des TPE-PME, Olivia Grégoire, qui est super intéressante et qui est vraiment engagée dans l'entrepreneuriat. Ils mettent en place plein de choses pour promouvoir l'entrepreneuriat. Et même elle, tu vois, reconnaissait effectivement que la mentalité, si tu veux, les mentalités, la culture, fait que malheureusement, c'est mal vu l'échec et les gens n'osent pas, alors qu'ils devraient justement oser. Et de plus en plus de gens osent, mais moi je pense qu'il faut y aller encore plus. L'accessibilité à l'information, elle est dingue. Les barrières à l'entrée ne sont plus celles qu'elles sont. Il y a plein de choses qui sont mises en place, que ce soit au travers d'institutions nationales ou d'associations ou de mecs comme toi, comme moi, Bien avec sûr. du contenu, avec des choses qui sont là pour aider les gens, ou des incubateurs. Enfin, il y a mille et une solutions pour se lancer. Ou alors juste, tu pars avec ta volonté, tes envies, tes trucs, et puis t'y vas. Alors, loin de moi l'idée et l'envie de politiser mon discours en prenant cette référence, mais je trouve que ça en dit long par quelqu'un qui a la data et qui voit les choses aussi du terrain. En plus, moi j'ai la data du terrain directement. Bien sûr. Et même si beaucoup de gens pourraient se dire non, la France, et je suis le premier des fois à dire ça, moi je suis pas français, donc Bien en sûr. plus tu vois, je peux me positionner, je suis assez neutre. Ouais, bien sûr. J'ai rien à peur à dire ça, mais non, la France n'aide pas les entrepreneurs, tu payes trop d'impôts, tu payes trop de charges, tu payes trop de trucs. C'est vrai, c'est compliqué et c'est vraiment galère. Et moi, vraiment, beaucoup de courage à tous les entrepreneurs qui osent et qui font face à ça. Et c'est aussi pour ça que beaucoup prennent la décision de s'expatrier, sortir, partir ou Bien sûr. d'arrêter. Mais je pense que si la première chose qui fait que tu vas éteindre cette petite flamme qui est en toi, qui te dit tu peux entreprendre, tu peux faire de grandes choses, c'est parce que tu vas peut-être payer trop d'impôts ou parce que tu vas avoir des grosses charges sociales, t'es pas sur la bonne voie. Ouais.
arrête tout de suite. Si juste ce petit truc-là, ce détail, qui est un gros détail certes, mais ce détail dont tu n'as pas la maîtrise. C'est que tu as fait du bénéfice. Déjà, faisons Voilà. du bénéfice et voyons après. C'est ça, mais tu vois, ce détail dont tu n'as pas la maîtrise te fait t'arrêter, mais commence pas. Ouais. Parce que tu vas avoir des trucs, mais 10 fois pires sur Ouais, ton clairement. chemin, dont tu n'auras peut-être pas la maîtrise ou d'autres tu auras la maîtrise, et qui vont là poser vraiment problème et qui vont remettre en question ou pas ta capacité à continuer. Donc voilà les 3 conseils. Le 3e était un peu long, mais voilà les c'est très 3 bien. conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer par rapport à ce que j'ai pu voir. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout qu'en France, on n'aime pas l'échec, mais on n'aime pas la réussite non plus. Ouais. C'est génial, ça veut dire que en fait, il faut toujours être neutre en fait. Ouais. Il y a C'est un peu hypocrite. Hein. Ouais, il y a une espèce de neutralité. Les mecs qui échouent, ah mais c'est n'importe quoi, pourquoi t'as fait ça? Les mecs qui réussissent, ouais mais bon lui il a été aidé, c'est facile. Alors le ça y est, il a changé, etc. Ouais. J'ai avant d'arriver sur la conclusion de ce podcast, j'ai une question pour toi. Par rapport justement à la vision des gens qui gagnent de l'argent, je sais qu'aujourd'hui, c'est totalement différent à Dubaï qu'en France. Ouais. Quel est ton ressenti justement, toi qui vas en France, qui vas à Dubaï et qui vas en Suisse, entre la façon dont c'est vu et perçu? Et après, j'aurai une autre question suivante sur le thématique de l'argent. Ouais, avec plaisir. Bah, c'est trop drôle parce que tu vois, même là récemment, j'ai passé 36 heures là-bas, donc j'ai vraiment fait l'aller-retour rapide. Et tu vois vraiment les gens, ils ont vraiment un problème avec l'argent. Je sais pas c'est quoi leur problème, mais les gens ont un problème avec l'argent. À partir du moment où ils savent que tu en gagnes, ou même ils savent par exemple combien tu en gagnes, ils changent de perception sur Ouais. toi. Tu passes du mec cool à instantanément, tu as une étiquette, soit du connard, Ouais. soit du branleur, soit c'est l'expression de la frustration, l'expression de la jalousie. Puis du coup, tu vois, c'est trop drôle parce que je suis passé auprès de quelqu'un de on est super potes à putain, mais quel connard en fait, Ouais. à en fait, on est de nouveau super potes, c'est cool. Et la chose qui a changé, c'est que au début, il savait pas que je gagnais très bien ma vie et voilà. Ensuite, il savait. Et puis ensuite, il a vu qu'il y avait un intérêt au fait qu'on soit à nouveau copains. Ouais. Tu vois? Donc, c'est ça. Là, c'est la matérialisation pure, claire, nette et concrète de l'hypocrisie, de l'état d'esprit des Français à l'égard de l'argent. C'est t'es un mec cool. Ah, tu gagnes un peu trop d'argent. T'es un connard. En fait, t'es un connard. Frustration, jalousie, etc. Mais si je peux en profiter. Mais moi aussi, je veux gagner un peu. Je peux en profiter. On est de nouveaux potes, Ouais, frère. Ça va et ouais, tout. clairement. Tu vois? Et soit tu l'acceptes. Et moi, je l'accepte complètement parce que finalement, il faut comprendre que tout le monde est égoïste. Tout le Et monde a un intérêt quelque part, Il y a un bien sûr. intérêt quelque part et c'est OK. Et tu vois, j'ai la hauteur, la présence d'esprit, la maturité de comprendre et je juge pas en disant ça. Mais finalement, est-ce que tu es vraiment heureux quand tu es dans cet état d'esprit? Je pense pas, tu vois. Concentre-toi d'abord sur toi. Tu as déjà assez de taf. Plutôt que de te concentrer sur les autres et de te poser des questions sur est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il mérite pas, est-ce que machin, c'est un mec bien, c'est pas un mec bien. On s'en fout en fait. Concentre-toi sur toi, sur ta famille, sur tes proches, sur tes amis. C'est suffisant, tu as assez de taf. J'ai une dernière question avant de passer à la fin du concept. Je poserai, tu verras juste après. Pour toi, est-ce que tu penses que l'argent change les gens? Non, l'argent, c'est un amplificateur. Il y a des gens qui changent, effectivement. Tu vois, on en voit des nouveaux riches qui, d'un coup, vont commencer à avoir une vie un petit peu exubérante. Voilà, c'est le terme. Mais finalement, c'est lié à un cercle d'influence, ou alors c'était déjà des bases qui ont été amplifiées, ou alors c'est un biais marketing et c'est un levier, ils comprennent que voilà. Mais tu vois, moi je connais des gens extrêmement riches, pour le coup vraiment extrêmement riches, parmi les plus grandes fortunes de France, etc., qui payent pas de mine, qui ont un jeans troué, qui ont des savates, qui ne vont pas péter plus haut que leur cul, qui vont être extrêmement respectueuses, qui pour certains sont nés avec cette fortune, pour d'autres ils l'ont créée de toutes pièces, et ce sont des gens formidables. Je connais d'autres gens qui ont 100 fois moins d'argent que ces gens-là, qui sont devenus des gens absolument détestables. Et c'est OK. Donc finalement, est-ce que l'argent rend désagréable, inaccessible, détestable, etc. Je ne pense pas. Est-ce que le contexte global de ces gens par rapport à un moment où ils ont gagné de l'argent ou autre le rend? Peut-être. Mais je pense que c'est un amplificateur. Tu vois, moi, je suis un mec, par exemple, voilà, ça fait un peu présomptueux de me faire des compliments ou autre, mais je suis quelqu'un d'extrêmement généreux, je me prends pas la tête,
Je m'en fous si d'un coup il n'y a plus de place, je te dis une bêtise, en business ou autre, je vais aller en éco, je m'en fiche complètement. Si dans mon restaurant préféré c'est booké et que je dois aller dans un petit truc, je m'en fiche aussi. J'ai des amis riches, j'ai aussi des amis moins riches, j'ai aussi des amis pauvres, j'ai des amis entrepreneurs, j'ai des amis salariés. Je m'en fous, ce qui compte c'est les valeurs humaines. Ouais, clairement. Et les valeurs humaines aujourd'hui ça se perd à cause de l'argent, tu vois. Aujourd'hui j'ai de la chance, j'ai une bonne situation. J'ai fait de belles choses en toute humilité et c'est qu'une étape par rapport à mes ambitions. C'est que le début, bien sûr. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas. Je fais une succession de très mauvaises décisions, je perds absolument tout, je me retrouve plus bas encore que là où je n'ai démarré. Et ça ne veut pas dire que je serai une mauvaise personne. Ouais, clairement. Tu vois, ça veut juste dire que je suis dans une phase de ma vie où c'est plus compliqué. Et ça, il faut l'accepter. Et du coup, quand tu es face à des gens qui peut-être n'ont jamais eu de réussite, mais c'est peut-être juste qu'ils n'ont pas encore eu la capacité et le potentiel de se révéler. Mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes pour autant. Clairement. Donc voilà ma vision des choses. Moi, j'ai un concept là-dessus, c'est le concept de McGregor, j'appelle. Et le concept de McGregor, ça veut dire que tout le monde est gentil à partir du moment où il ne sait pas se taper comme McGregor. Tu vois, en gros, n'importe quelle personne qui te dit ouais, moi je suis pas bagarreur, je suis quelqu'un de sympa, etc. Si ça se trouve, tu lui donnes les capacités de McGregor, ça devient un gros connard, il frappe tout le monde. Et moi, je corrèle vraiment, en fait, si tu veux, c'est pour ça que pour moi, l'argent pourrit personne et que c'est vraiment un amplificateur. Et je pars du principe que les gens ne changent pas. Ils ont plus besoin de masques. On peut pas. Je disais, j'en parlais avec Thibaut hier sur le podcast d'avant. Si les gens avaient la chance et l'opportunité d'avoir réellement ce qu'ils veulent tout de suite, donne 1 million à tout ton entourage. 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Là, tu sauras vraiment qui ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à partir du moment où tu n'as pas tout ce que tu veux, d'accord, qui me dit réellement que je sais qui tu es? Tu vois ce que je veux dire? Si ça se trouve, à l'intérieur de toi, tu as envie de frapper tout le monde, mais tu ne te sens pas les moyens de le faire, donc tu ne le fais pas. Ça se trouve, tu aimerais envoyer se faire foutre le premier qui passe, etc. Mais tu sais que tu n'as pas les moyens financiers de le faire. Si ça se trouve, tu vois, tu es vraiment cette personne au fond de toi. Et c'est pour ça que je dis, et je rassure les gens là-dessus, si un jour dans votre entourage, quelqu'un gagne beaucoup d'argent et ça devient un connard, remerciez le ciel qu'il ait gagné de l'argent et qu'il soit l'un de vous. Parce que la vérité, c'est que s'il devient ça, c'est qu'il l'a toujours été. Moi, c'est ma vision. Moi, j'appelle ça le concept de McGregor. Ouais, complètement, c'est vrai. Après, je pense qu'il y a un contexte aussi, tu vois. Moi, à Dubaï, tu vois des mecs qui d'un coup ont gagné de l'argent du jour au lendemain, qui étaient des gens très pieux, très calmes et tout. Et de par leur environnement, une sorte de pression sociale, les réseaux sociaux, etc., ils se mettent à devoir prouver. Tu vois, moi, par exemple, quand je vais acheter des habits de marque où il y a plein de montres que je ne mets pas ou des choses comme ça, récemment, j'étais dans un magasin de luxe. Le prérequis que je donne à la vendeuse, c'est moi, je ne veux pas qu'il y ait de logo apparent sur mon truc. Ouais, je suis d'accord. J'aime la qualité, j'aime les jolies choses, mais je suis pas là pour dire ouais, regarde, mon machin, c'est telle marque, j'ai acheté ce t-shirt 500 balles, mais pas du tout. Moi, j'achète un petit t-shirt Zara à 50 balles ou un petit truc, ça me va très très bien, tu vois. Je m'en fiche. Ou quand j'ai envie de me faire plaisir, c'est pas pour le montrer à tout le monde, c'est pour moi, et voilà. Donc, je pense que, voilà, par contre, tu vois, effectivement, notre société te pousse à montrer. Et j'étais vraiment dans ce truc, tu vois, quand je te disais avant, je partageais, je vivais pour partager plutôt qu'autre chose. Genre, j'allais choisir, moi je suis un gourmand, j'allais choisir ce dessert, non pas parce que je l'aime, mais parce qu'il est stylé pour la story. J'allais aller à cet endroit, non pas parce que c'était bien d'aller là-bas, c'est parce que je pouvais rentrer en hélico. Tu vois, j'entrais dans cette boutique et j'achetais un cadeau d'anniversaire dans cette boutique pour mon pote, pas pour faire plaisir à mon pote, parce que derrière, je pouvais aller avoir le cadeau, faire une story et montrer quand j'arrivais que j'offrais un t-shirt Balenciaga à 600 balles et que je m'en foutais alors que c'était juste un anniversaire comme ça. C'est la maturité, ça s'appelle, Alec. Mais oui, ça a évolué. J'ai évolué, tu vois. Et heureusement. Mais ça, tu vois, il y a beaucoup de gens qui, même avec de la maturité ou autre, sont en plein dedans. Et c'est assez compliqué. Et je pense que c'était aussi pour moi un sort de moyen de prouver, tu vois, que j'avais réussi, que j'avais cette petite vengeance sur la vie, etc. Parce que tu vois, je viens d'en bas. Les gens avec qui j'étais même à l'usine se moquaient de moi quand je disais que j'avais de grands objectifs, de grandes ambitions. Aujourd'hui, je vois certains qui étaient à l'usine avec moi qui suivent mes stories ou qui me revoient quand je vais voir ma mère en Suisse. Ils me serrent à la main, ils me disent bravo, ils me félicitent aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Donc, j'ai eu une phase, je pense, où je voulais montrer Coco, cocotte, j'ai réussi. Et tu vois, tu montres. Alors qu'aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver. Ce besoin d'écraser les autres. C'est même pas écraser. J'ai jamais écrasé personne parce que je pense. Non, mais d'écraser du fait, tu vois, parce que comme. Quelque part, montrer. Pour combler une frustration. Combler une frustration. Dire, tu vois aujourd'hui, regarde, je peux le faire. Voilà, et quelque part, on se rend pas compte, mais on écrase quand même les gens en le faisant. C'est
Peut-être, ouais, effectivement, mais je pense que la seule personne que j'écrasais finalement, c'est C'était moi, toi, bien sûr. parce que je mettais de la lumière sur un vrai complexe d'infériorité Clairement. que j'avais et que j'essayais de cacher. Clairement. Donc la personne que j'écrasais finalement, c'est moi inconsciemment, et je renforçais un biais qui est un complexe d'infériorité réel plus qu'autre chose. Parce que moi, j'ai jamais été là pour écraser qui que ce soit. Au contraire, j'ai toujours été là pour faire monter les gens. Même des gens que j'ai fait monter très haut, très vite, très fort, qui m'ont après derrière fermé des portes ou tourné le dos. Mais c'est ok, même ces gens-là, je ne leur en veux pas du Ouais, tout bien et sûr. je regrette pas du tout. Mais donc ouais, c'est plus ça. Mon père m'a toujours dit, paix à son âme, il ne faut jamais devenir ce que tu as détesté. Et c'est vrai que ça, c'est une phrase qui résonne souvent dans ma tête et c'est ce que j'apprends à mes élèves parce que quand tu sais, ils se lancent dans l'investissement immobilier, je leur dis, quand vous allez commencer, vous allez forcément être heurté. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est trop loin, c'est pas possible, t'es pas capable, etc. Et en fait, justement, tu vas prendre cette frustration comme moteur, tu vas atteindre tes objectifs et après, quelque part, il y a deux choix. Soit tu restes en toute humilité la personne que tu es et tu donnes une leçon par le fait que tu as tout et que tu restes humble et finalement il regarde, il dit ah putain mais en fait gagner de l'argent c'est pas devenir un connard. Ouais. Ah ben génial. Ouais. Ou alors tu deviens exactement ce que finalement tu as détesté au départ et tu leur donnes raison. Complètement. Et c'est vrai que cette phrase pour moi résonne dans ma tête et je vois que finalement on est passé par la même chose mais remarque tu vas me dire on a presque 10 ans d'écart parce que j'ai 36 ans et je pense qu'en fait à ton âge, enfin plus jeune quand toi tu y es passé, moi j'y suis passé à mon échelle quand j'avais 20 ans, de mes 20 ans à mes 24 ans quand je suis passé, mon père a gagné 1700, 1800 euros en fin de carrière, enfin pas en fin de carrière parce qu'il est parti avant mais bon voilà, et je suis passé de ça à 8000 euros par mois. Mon plus gros salaire 16 000 euros mais c'était de ça il y a 16 ans et finalement je dépensais énormément d'argent dans la validation des autres. Ah, tu augmentes ta qualité de vie. Ouais, et je voulais montrer, j'ai de l'argent et un jour j'ai de mon meilleur ami Julien Bonnel, salut. J'étais en boîte de nuit et à chaque fois je les invitais et un jour il voulait payer sa bouteille, je lui dis non c'est moi. Il me dit non je veux payer ma bouteille, non c'est moi. Et il me dit attends, j'allais me attraper le bras, il me dit mais tu le fais pour qui en fait là? Tu veux le faire pour moi ou tu veux le faire pour toi? Et là je l'ai regardé 2 secondes et je dis putain mais ouais en fait je veux le faire pour moi en fait parce que c'est moi qui ai payé, que tout le monde va savoir que c'est moi qui ai payé les bouteilles sur cette table, que en fait j'achète mon moment, tu vois le délire. Et je comprends tout à fait parce que au départ je suis rentré là-dedans et un jour j'ai failli me perdre, j'avais fini par faire ce qu'on appelle ça, des crises de spasmophilie. Je ne pouvais plus être entouré de monde, je ne pouvais plus sortir, j'étais fatigué tout le temps, des crises d'angoisse. Ça allait d'angoisse. loin quoi. Ouais, parce qu'en fait c'était à l'inverse de ma personnalité. Et en fait pour être ce personnage que je détestais, j'étais obligé en fait d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. Incroyable. Et à un moment donné, en fait, les 6 derniers mois avant de quitter mon poste, je me rappelle très bien, je dormais, ma mère, elle dormait sur le canapé sur les derniers moments où je vivais chez mes parents. Et en fait, je dormais à côté d'elle pour me sentir bien. Je dormais sur le canapé à côté. Sinon, je faisais des angoisses et j'étais comme si j'étais en train de mourir, la gorge qui se serrait, etc. Et ça a duré 6 mois. Ça allait loin. Hein. Ouais, ça a été loin. Ouais. Et en fait, il a fallu que j'identifie le fait que c'était ça. La racine du problème. La racine du pour problème. en traiter la cause. Et exactement. La conséquence, mais à la fois, je ne pouvais pas m'arrêter parce que tout mon entourage, qui n'avait pas d'argent, me disait que j'avais une vie incroyable. Et que pour moi, arrêter, c'était quelque part leur manquer de respect parce que moi, j'ai la chance d'être dans cette vie dans laquelle ils n'ont pas, tu vois. Donc j'étais emprisonné là-dedans. Et un jour, je me suis levé un matin et je me rappellerai toute ma vie, avant de rentrer dans le bureau, il était 7h du matin, il y avait un bar en face. Il y en a qui ont pris des cafés, j'ai pris une bière. Je l'ai bu quasi cul sec et je me suis dit, Jérémy, c'est aujourd'hui. Je suis rentré dans le bureau et j'ai dit, je me casse. Que vous me viriez, que machin, je m'en fous. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Je suis parti en abandon de poste. Ils ont été assez sympas pour accepter finalement mon abandon de poste. Pour accepter, ils étaient obligés de l'accepter puisque maintenant, c'est plus comme ça. Mais en gros, ils m'ont payé rapidement. Et j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale comme ça. J'ai mis 1 an à me reconstruire, à reprendre le sport parce que j'étais tombé dans les restaurants excès, les sorties. Je sortais 3-4 fois par semaine. Et finalement, à un moment donné, je me suis retrouvé. J'ai créé ma première boîte à 24 ans. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu qui je suis actuellement. Tu vois. Mais tu vois, je pense que moi aussi, je suis passé par là. Mais finalement, quand ça ne te correspond pas, tu finis par te faire du mal à toi-même. C'est là où je te rejoins. Et c'est pour ça que je partage cette anecdote parce que le petit message qu'on essaye tous les deux finalement de faire passer, c'est que si jamais demain vous avez réussi, surtout essayez de garder vos valeurs et rendez-vous compte que l'argent ne fait pas le bonheur. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent, et ça je trouve que c'est malheureux parce que je peux pas les aider. Enfin, on essaye de les aider au travers de notre programme, mais si on pouvait donner de l'argent à tout le monde, enfin si on pouvait donner ce que les gens veulent réellement, c'est-à-dire je veux la belle voiture, je veux la belle montre, peu importe ce que tu veux, je te le donne tout de suite, tu te rendrais compte que ça n'a pas autant de valeur. Je pense pas que c'est un cadeau qu'on leur ferait. Non.
Non, c'est pas un cadeau du tout parce qu'ils sont pas préparés. Et, tu vois ce que je disais hier, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est de gagner au loto. T'es pas prêt, tes proches sont pas prêts. C'est pour ça que la plupart perdent de tout. Hein. La famille, les amis, tu perds tout le monde, Ouais. l'argent disparaît et finalement tu te retrouves avec moins que rien parce que t'as pas eu le processus d'appréciation, la dureté des épreuves et donc finalement apprendre à apprécier cet argent à sa juste valeur. Alors que si ça tombe du jour au lendemain, bah, tu peux péter les plombs. Ouais, et l'éducation qui va autour progressivement pour ne pas justement tout perdre. Ouais, step by step. Ouais. Ok, parfait. Bah écoute, on arrive à la fin de ce podcast, Alec. En tout cas, pour moi, c'était vraiment un énorme plaisir de revenir dans les prémices du Alec, de comprendre un petit peu ta vision, de connaître un petit peu plus aussi en profondeur. J'imagine que les personnes vont apprécier aussi ce podcast. J'espère que tu vas tenir ta parole et m'envoyer un maximum de dossiers Ouais, pour qu'on puisse justement... J'ai déjà un dossier existant, je te montrerai en mangeant. Il s'appelle Alec avant. Ok. T'as des pépites. Hein. Alors, il y a Alec avant, Alec Henry et Alec après. C'est ça. Génial. Impec. Et ce que j'aime bien faire à la fin de ce podcast, on va se poser 2 questions directes qui ont peut-être rien à voir avec tout ce qu'on a pu dire, avec l'entrepreneuriat et tout. 2 questions directes, on est obligé d'y répondre. Je te laisse commencer. Je dois te poser une question. Ouais. Du coup. Ok. Question. Tu sais où on va manger? Là où tu vas m'inviter. Ok. Bonne réponse. Ça, c'est Parfait, fait. parce que je sais où on va manger. du Et coup. ben voilà, c'est magnifique. Moi, j'ai une question. Quelle a été ta plus grande déception depuis que tu gagnes de l'argent? Déception depuis que tu gagnes de l'argent. Est-ce que c'est des proches perdus? Est-ce que c'est un ami qui t'a tourné le dos? Est-ce que c'est finalement une réalité qui n'était pas celle que tu pensais? Est-ce que, quelle est pour toi la plus grande déception depuis que tu gagnes de l'argent? Je pense que c'est le fait de se poser la question, est-ce que cette personne est là pour qui je suis ou pour ce que j'ai ou ce que je représente? Ça vaut pour le perso, mais ça vaut aussi pour le pro. Donc, par exemple, le perso, les amis ou le couple, mais le pro, même des partenaires, des prestataires, des gens comme ça, parce que les gens sont quand même beaucoup opportunistes dans notre société. Donc ouais, c'est vraiment ce truc. Moi, tu vois, qui suis très attaché aux valeurs humaines, ça m'a heurté. Ouais, te poser la question tous les jours, est-ce qu'il est là parce que je suis ou parce que j'ai? Ouais. Clairement. Pourquoi tu crées ce podcast? Comme je l'ai expliqué, ce podcast, l'Arche, pour moi, c'est vraiment... En fait, si tu veux, moi, je suis quelqu'un au tout départ, malgré ce qu'on peut penser, qui a un gros complexe d'infériorité aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que c'est un biais qu'on a tous en tant qu'entrepreneur, je pense, hein, parce qu'on essaye de créer des choses pour se prouver qu'on est capable d'eux, etc. Et aujourd'hui, quand j'ai commencé, on m'a pas ouvert les portes facilement. J'ai mis beaucoup de temps à pouvoir justement trouver les méthodes et à comprendre que finalement, il y a un process de départ, que pour commencer, tu vois, quand j'ai commencé mes premières vidéos, je me suis identifié à une personne dont je ne citerai pas le nom, mais qui faisait toutes ses vidéos devant une piscine. Je pense que tu reconnaîtras dans l'immobilier. Et j'ai commencé mes premières vidéos devant une piscine, machin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, si tu veux, si j'avais eu la chance de tomber sur un podcast qui met plus en avant, si tu veux, le côté humain et les prémices de chaque personne qui ont réussi en toute humilité, je pense que ça m'aurait énormément aidé à humaniser les choses, à me rendre compte que je ne suis pas si mauvais, mais que finalement, je suis juste au départ de ce que je peux faire. Et en fait, ce podcast, je veux que ça soit un écho en fait, à toutes les personnes qui l'écoutent, leur dire, bah, tu vois, finalement, regarde telle ou telle personne que tu vois sur les réseaux qui brille de partout. En fait, c'est un être humain, on peut le toucher, il est vivant. Lui aussi, il va aux toilettes, lui aussi, il a des doutes. Tu vois ce que je veux dire? Je veux vraiment humaniser le truc et que ce message soit fort et puissant, entendu de beaucoup de gens. Si vous voulez, c'est possible de le faire. Non pas parce que je le dis, mais parce que c'est la réalité et qu'aujourd'hui, on parle de faits et on ne parle pas de storytelling. Tu incarnes le message. Exactement, voilà. Ouais. C'est le but de ce podcast. Voilà, mon gars, on a terminé. Dernière question, non? Tu m'as dit Ah deux oui, chacun. c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'en ai une deuxième. Sauf si t'en as plus. Non, si, j'en ai une. J'en ai une pour toi. Une bonne alors, hein, parce que c'est la dernière là. Ouais, Le meilleur pour la fin. Je suis en train d'y réfléchir. Qu'est-ce que tu penses de moi? Ah, super intéressant cette question. Bah écoute, qu'est-ce que je pense de toi? Alors, déjà, je vais séparer les choses en deux. Le premier, c'est l'image que tu dégages sur les réseaux sociaux et la personne que tu es. C'est important de séparer, mais c'est aussi important de dire que je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence. Et ça, c'est clé parce qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, tu les vois sur les réseaux et tu les vois dans la vie, c'est pas du tout la même chose. On s'est rencontrés, du coup, la première fois, il y a de ça à peu près une année, au séminaire là, dans le château, c'était cool. Et tout de suite, j'ai vu un bon vivant,
En fait, au départ, je te pensais un petit peu plus fermé, avec de la hauteur, à pas vouloir te mélanger, très, très, comment dirais-je, très sage, tu vois, à avoir tes idées, tes trucs, ton cercle proche autour de toi, et pas forcément vouloir te mélanger. Et lorsque je t'ai rencontré à ce moment-là, finalement, c'était tout le contraire. Hyper social, hyper sympa. On a discuté 15 minutes. Tout de suite, j'ai l'impression de te connaître depuis des années. J'ai vu que c'était exactement la même chose avec d'autres que tu as rencontrés ce jour-là. Ceux que tu connaissais déjà s'exprimer autour de toi de la même façon. Tout de suite, hyper ouvert. Tout de suite, on a fait une vidéo ensemble, on a fait des trucs ensemble. Et c'était vraiment un bon moment. Puis après, le bon vivant, ça, je le savais déjà. J'avais déjà vu sur les réseaux et autres. Donc, la fête, le truc, le machin, passer des moments. En fait, ce truc de partager des moments de vie intenses et de qualité, ça se voit que c'est quelque chose qui est important pour toi. Partager avec des gens l'humain, vivre ensemble des aventures et des choses, ça se voit que c'est important pour toi. Et je pense que tu le retranscris assez bien sur les réseaux. Après, je ne regarde pas forcément ce que tu fais au niveau communication, au niveau webinaire, au niveau stratégie, au niveau de tes produits. Aucune idée. Je ne connais pas non plus tes clients et autres. Mais en tout cas, ça fait quand même assez longtemps que je suis sur le marché pour savoir que quel que soit l'acteur, j'ai toujours entendu au moins un écho, positif ou négatif. Et jusqu'à ce jour, je prends un petit temps quand même pour réfléchir, et désolé si d'un coup j'ai une vision qui apparaît qui ne te met pas en avantage, mais là je réfléchis, et jusqu'à ce jour, j'ai jamais eu d'écho négatif à ton sujet. Ni à tes produits, ni à ta personne en tant que telle. Et déjà, ça en dit long en fait sur le truc, et c'est pour ça que j'ai gentiment accepté cette invitation pour le podcast. Savoir que je suis très sollicité pour des podcasts, et quand on m'invite sur un podcast nouveau, je refuse à chaque fois, et je dis à chaque fois, je viendrai au 21e épisode. Pourquoi ? Parce que le 21e épisode, c'est un peu, tu fais partie du top 1 ou 2% des podcasts qui durent dans le temps. Pour ça que là, j'étais super content de le faire, parce que je savais que, tu allais avoir un angle différent, poser des bonnes questions, puis 2, je sais que tu es une bonne personne, et on s'entend plutôt bien. Donc, non, pour résumer, tu es en accord avec qui tu es, je trouve, à titre personnel et sur tes réseaux. 2, tu joues pas un rôle sur les réseaux, et tu es un bon vivant, tu incarnes ton message, et je pense que tu as vraiment à cœur de créer quelque chose de qualité. Et voilà, après, ça prend du temps, c'est compliqué, et quand tu as des grandes ambitions, il faut se donner les moyens d'eux. Mais je pense que c'est ce que tu fais. Et voilà. Ok, parfait. Écoute, on va terminer là-dessus, sur ces belles paroles. Avec plaisir. Encore un grand merci, Alec. Où c'est qu'on peut te retrouver ? Donc, du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Partout sur Internet. Okay. Tu tapes Alec Henry, tu tapes entrepreneur.com, où tu vas écouter le déclic, et tu devrais me retrouver. Un dernier message directement pour les personnes qui écoutent ? Une action imparfaite vaudra toujours plus qu'une inaction parfaite. Parfait. Clap de fin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, c'est parti pour manger au resto. Au top, on fait ça.